Donc bonjour, donc moi je suis Camille Blanc, je travaille dans l'équipe Community chez Malte. J'aide à l'organisation de ces Malte Academy. Pour vous faire un petit rappel très rapide, Malte en fait c'est une entreprise de mise en relation entre freelance et clients. Donc on a une plateforme en ligne et on travaille avec plus de 170 000 freelances en France, en Allemagne et en Espagne. Donc Malte est français à la base, mais on est aussi donc en Allemagne et en Espagne maintenant. Et grâce à cette super communauté de freelance, en fait, on a l'habitude chez Malte soit d'héberger des meet-up, soit d'organiser en interne ou avec des participants extérieurs, donc des freelances, des meet-up pour qu'on se forme en permanence à plein de sujets variés. En effet, quand je parle de communauté de freelance, par freelance, j'entends plein de métiers. Donc, évidemment, des experts en cybersécurité, c'est le sujet aujourd'hui, des développeurs, du coup, front, back, mobile, des sysadmins, des DevOps, mais aussi des métiers du marketing et de la communication, des coachs agiles, des traducteurs, des motion designers, des spécialistes en UI, UX, bref, il y a plein de métiers. Et c'est grâce à cette grande polyvalence dans les métiers représentés chez Malte qu'on peut en permanence donc, apprendre plein de choses et se tenir à jour des dernières nouveautés selon les différents marchés. Et du coup, pendant cette période de confinement, on avait envie de continuer à apprendre et à partager toutes ces connaissances. C'est pour ça qu'on a lancé les Malte Academy, avec la particularité du coup que les Malte Academy sont ouverts à tous et à toutes, donc que vous connaissiez déjà Malte ou pas, vous êtes les bienvenus. Les Malte Academy sont donc disponibles en français, en anglais, en espagnol et en allemand selon la langue du speaker. Donc aujourd'hui, ce sera en français, pas d'inquiétude là-dessus. Elles sont bien entendu entièrement gratuites et voilà, elles couvrent des sujets très variés. Donc aujourd'hui, on sera sur un sujet plutôt tech avec la sécurité informatique. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ça. Je vais vous laisser débuter. Si vous avez des questions concernant Malte ou les Malte Academy ou la situation du Covid, parce que vous êtes freelance, je prendrai les questions en fin de webinaire pour faire un point. Je vous laisse plutôt sinon poser toutes vos questions liées à la présentation directement à Jérémy et Michael qui pourront vous répondre. Je pense qu'on est bon. Je vous laisse la main, Jérémy et Michael. Je suis pas loin si jamais vous avez la moindre question ou s'il y a un souci technique, mais bon, je m'inquiète pas. Ok, merci. Parfait, merci. Bon, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement sécurité informatique. Donc ça va être une introduction relativement vaste sur la sécurité informatique de manière générale. Donc ce sur quoi on va se centrer, ça va être sur les principales attaques et les défenses de la sécurité informatique en 2020. Alors, on va se présenter. Moi, c'est Jérémy Amsilem. Je suis consultant et formateur en sécurité informatique offensive. Mon activité principale, ça va être le test d'intrusion, le pen test sur des infrastructures, ça va être web, mobile et parfois IoT aussi. Et moi, c'est Michael. Je suis consultant manager et je suis développeur web React. Et je fais aussi du natif sur Android, donc du Kotlin. La sécu, c'est plus une passion. Et avec Jérémy, c'est une passion qu'on partage, on échange assez souvent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais co-animer le slot avec Jérémy. Alors, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a 5 points qu'on va voir ensemble. On va commencer par une petite introduction sur certains concepts de base et sur une petite partie d'historique sur la sécurité informatique. Ensuite, on va parler d'un point important, les mots de passe. On va passer sur les réseaux publics, voir ce qu'il y a comme risque et comment on peut se protéger. Ensuite, on va parler de logiciels malveillants, de malware, et on va terminer par les appareils externes. Alors, on va commencer, comme je vous disais, par les principaux concepts de la sécurité informatique pour qu'on puisse parler de la suite. Donc déjà, on distingue deux familles de concepts différents. On a les concepts qui font partie de l'attaque et les concepts qui font partie de la défense. Les deux, c'est des points relativement importants de la sécurité informatique. Donc l'attaque, c'est assez explicite, ça va être tout ce qui est utilisation de logiciels malveillants, exploitation de vulnérabilité, donc un exploit. L'ingénierie sociale aussi, le fait d'utiliser des faiblesses humaines pour essayer de récupérer généralement des informations. Et on a une partie de défense où ça va être tout ce qui est mise en place de pare-feu, mise en place d'antivirus, mais ça va être aussi l'entraînement et la sensibilisation à la sécurité. Alors, à noter que ces parties d'attaque et de défense peuvent parfois avoir le même but. Il y a de l'attaque qui va être faite dans le but final de défendre un système ou en tout cas d'augmenter la sécurité d'un système. Donc moi, c'est mon activité principale, le test d'intrusion, où je vais utiliser les mêmes techniques, les mêmes outils que des vrais attaquants pour simuler des attaques, pour voir comment le système répond, comment il réagit et à quel point son niveau de sécurité est élevé.
Donc, si on voit les concepts principaux de la sécurité informatique, il faut qu'on voit absolument la triade CIA, parce que c'est ce qu'on va essayer de protéger, nous, quand on travaille dans l'informatique. Donc, il faut qu'on essaye de maintenir ces 3 points au niveau des informations. Donc, en premier, la confidentialité de l'information. Donc, la confidentialité, ça va être le fait qu'une information, que ce soit dans son stockage ou dans son transport, ne puisse pas être lue par des acteurs qui ne sont pas autorisés à lire cette information. L'intégrité, ça peut être le fait qu'une information, pareil, dans son transport ou dans son stockage, ne puisse pas être modifiée par un acteur qui n'est pas autorisé à modifier cette information. Et l'accessibilité, c'est le fait que si jamais on a un client, par exemple, qui demande une information, il puisse l'avoir au moment où il en a besoin. Donc, on ne veut pas parler de sécurité informatique sans parler de hacker et sans parler de hacking. Donc, généralement, l'esthétique qui est associée au hacker, ça va être des choses comme ça, plus ou moins caricaturales, généralement une image un petit peu négative. Il faut noter que le hacking n'est pas forcément lié à quelque chose comme ça. C'est même pas forcément lié à l'informatique, à vrai dire. Une bonne traduction en français, ce serait bidouillage. Et de manière générale, ça va être tout simplement le fait de modifier ou d'avoir un usage détourné d'une chose pour faire nous ce qu'on veut avec. Donc, ce n'est pas un concept, le hacking, qui est nécessairement lié à l'informatique. C'est même un terme qui est né avant l'existence de l'informatique. Même si globalement, maintenant, il reste assez lié. Donc, on parle de hacking hardware et software, généralement, où on va modifier soit du matériel, soit du logiciel. Alors, quelques exemples de hackers qui ne sont peut-être pas forcément toujours représentés dans la sécurité informatique et qui pourtant ont une grande importance dans le milieu et dans la culture hacker telle qu'elle est actuellement. Donc, on va commencer par la photo, par les personnes. Alors, je vais regarder juste si j'ai mon pointeur sur les slides. Oui, c'est bon. Je vais revenir en arrière. Alors, j'ai un petit peu de mal avec mon pointeur, bon, c'est pas grave. On va commencer par la photo en bas à gauche. Du coup, cette personne, c'est Georgia Weinman. C'est une pen-testeuse, c'est une speakeuse. C'est une autrice des ouvrages de référence sur le hacking, alors sur le hacking d'appareils mobiles, sur le hacking, sur le test d'intrusion, tel que je le fais. Elle a écrit une des bibles du test d'intrusion, qui est Penetration Testing and Zone Intrusion to Hacking. Et elle a récemment aussi sorti un ouvrage sur le hacking de véhicules connectés. À sa droite, on a Jeff Moss, donc, qui est l'organisateur des plus grosses conférences en sécurité informatique, à savoir la Black Hat et la DEF CON, qui se déroulent à Vegas l'été. C'est un ancien membre du conseil d'administration de la sécurité des États-Unis. C'est l'ex-CISO de l'ICANN aussi. Au-dessus, on a Aaron Swartz. Donc, c'était un partisan de la liberté numérique. Il a consacré globalement sa vie à la défense de l'accès libre à la culture. Et entre autres, ça a été un acteur du développement du flux RSS et des licences que vous connaissez probablement, Creative Commons. Et derrière, à sa droite, on a Jason Street. Donc, c'est un hacker, c'est un auteur, c'est un speaker. Ça a été un consultant pour les services secrets aux États-Unis, pour la Maison-Blanche. C'est un speaker à la DEF CON, assez régulier. Et entre autres, il est connu pour s'être introduit dans un hôtel prestigieux du sud de la France, pieds nus et habillé d'un pyjama Tortue Ninja. Donc, quelques ressources sur les hackers, la culture hacker et le hacking de manière générale. En premier, on a le livre tout à gauche, qui est le livre Hackers, Heroes of the Computer Revolution, qui est un livre de Stephen Levy, qui est un livre plutôt historique, qui parle des premières, deuxième et troisième générations de hackers et de la naissance du terme, de la naissance du hacking avant l'informatique. Ensuite, plus centralisé, on a le deuxième livre, qui est le livre de Joseph Menn, sur le groupe de hackers Cult of the Dead Co. Et en troisième, livre aussi très intéressant, un livre d'Adam Siegel, qui est un petit peu plus contemporain, disons, qui est The Hat World Order, et qui parle du coup de hacking en général, et peut-être à plus grande échelle que les autres livres. Du coup, maintenant, je vais laisser Mickaël vous parler des mots de passe. Oui, merci Jeanne. Le mot de passe, c'est la porte d'entrée sur un service web, c'est la porte d'entrée sur un téléphone, c'est la porte d'entrée sur un ordinateur. Donc, c'est un élément généralement assez central dans la sécurité informatique. Je n'ai pas juste sur la télécommande. Vous avez sans doute entendu parler de fonctions de hachage. Je vais essayer de décrire ce que c'est et pourquoi c'est utile et pourquoi c'est, enfin plus qu'utile, c'est quelque chose que vous allez tous et toutes utiliser. Comme je vous l'ai dit juste avant, votre mot de passe, c'est généralement le garant de votre identité ou de votre sécurité sur un service. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est que ce mot de passe soit stocké en clair, soit stocké sans sécurité, sans chiffrement, dans vos bases de données, dans des fichiers, un peu partout. Pour garantir cette sécurité, l'idée, c'est de partir d'un mot de passe et d'avoir une empreinte.
En fait, l'idée, c'est que derrière le processus qui est entre le mot de passe et l'empreinte, il y a beaucoup de… Ah, il y a un petit écho. Jérémy, peut-être tu peux te mute. Ouais. C'est bon. Non, je m'entends encore un petit peu. Hop. Moi, je t'ai muté sur Zoom, tu te démuteras, Jérémy. Du coup, entre le mot de passe et l'empreinte, il y a des fonctions mathématiques qui sont impliquées, qui vont permettre du coup de garantir qu'à partir d'un mot de passe, on va retomber sur une empreinte, mais par contre que le processus inverse n'est pas possible. L'idée, c'est si je donne mon mot de passe à un service, il va être capable de calculer l'empreinte, de stocker cette empreinte, mais par contre, si jamais on se fait dérober les dites empreintes, on ne pourra pas recalculer mon mot de passe d'origine. Donc à partir de là, on voit assez facilement l'utilité, c'est d'éviter, en cas de fuite de données, ce qui arrive assez souvent, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation, c'est d'éviter de pouvoir retrouver les mots de passe des utilisateurs. Surtout que souvent, les utilisateurs utilisent le même mot de passe, ce qui n'est pas une bonne chose, on en parlera aussi, mais ça permet de réduire un petit peu les risques à ce niveau-là. Au niveau des attaques, en tout cas, comme je vous l'ai dit juste avant, on ne peut pas revenir à partir d'une empreinte sur un mot de passe. Par contre, il y a quand même des méthodes d'attaque qui permettent d'essayer de deviner le mot de passe, de trouver des mots de passe. La première, ça va être la méthode brute force. Donc là, l'idée est assez simple, c'est on va essayer toutes les combinaisons possibles pour arriver à un mot de passe. Donc on va peut-être essayer toutes les combinaisons de chiffres, de lettres, en boucle, jusqu'à tomber sur le bon. C'est quelque chose qui pourrait être fait offline. Ça veut dire, si on a déjà une empreinte et qu'on sait comment elle est calculée, on pourrait essayer toutes les combinaisons jusqu'à retomber sur l'empreinte. Mais c'est aussi quelque chose qui pourrait se faire online en se connectant directement sur un service. Ça a des impacts, faire online ou offline. En online, peut-être qu'un ordinateur va se faire bannir si je me connecte trop de fois sur le même service. Donc en fonction de la cible et en fonction des prérequis ou de la sécurité en place, on pourra essayer d'exploiter une attaque ou l'autre. Généralement, en offline, c'est quand même un peu plus efficient, si on peut se le permettre. Une autre attaque, ce serait l'attaque par dictionnaire. Là, l'idée, c'est d'avoir un condensé de plein de mots de passe. On sait plus ou moins que les mots de passe, généralement, les gens respectent pas les règles, en tout cas, des mots de passe, et ont souvent des mots assez génériques ou utilisent les mêmes mots de passe entre plusieurs sites. Et donc, avoir une sorte de dictionnaire, une liste de tous les mots de passe possibles, ça permet de se dire, on va tester toutes ces combinaisons, et peut-être par chance, une des combinaisons sera ce sera la bonne, et donc on va éviter de calculer toutes les possibilités, ce qui peut prendre un temps assez conséquent. Là, le mot de passe, ça va prendre du temps, mais il y a peut-être un pourcentage de chance un peu plus élevé. Ça dépend de la population qui sera visée par cette attaque. Et une petite alternative, ce serait la méthode par des règles, on va dire. Donc on va prendre un peu de brute force, et en fait, plutôt que de tester toutes les combinaisons de manière un peu naïve, peut-être qu'on va pouvoir, grâce à d'autres mots de passe qui auraient été dérobés, ou parce qu'on connaît à peu près comment les mots de passe sont gérés sur un service ou sur un site ou dans une base de données, on pourrait essayer de deviner une combinaison. Par exemple, on pourrait se dire, parce que cette personne utilise toujours un nom plus sa date de naissance, on pourrait essayer de mixer ça en disant, je vais essayer tous les caractères possibles, puis sa date de naissance. Et donc, on devrait comme ça réduire le nombre de mots de passe qui seraient utilisés pour faire l'attaque. Et donc, en théorie, arriver plus rapidement au résultat. Le mot de passe, du coup, on voit qu'il y a pas mal de méthodes pour le casser. Et en fait, pour essayer de le casser, la solution défensive, ce serait d'augmenter sa complexité pour qu'il soit de plus en plus difficile à casser. Donc, la première chose, déjà, c'est de ne pas avoir un mot de passe ultra basique qui serait présent dans un dictionnaire. Mais imaginons que maintenant, j'essaie d'inventer un mot de passe. Comment est-ce que je peux savoir si mon mot de passe est complexe ou pas? Donc, on a écrit une micro-formule qu'on pourrait simplifier en disant que la complexité, ce serait l'ensemble de l'alphabet utilisé, donc les lettres, les chiffres, les caractères, qu'on va utiliser à la puissance du nombre de caractères. Je vais vous expliquer ça. Exemple, prenons une liste de mots de passe, donc une date de naissance, Kevin 93, une chaîne en minuscule, une chaîne avec des chiffres à la place de certains caractères, et une chaîne qui va mêler à la fois des majuscules et des nombres. Et en fait, pour chaque ligne, en fait, on va les passer et essayer de comprendre quelle est la complexité qui sera derrière. Donc pour la première, si on reste que sur des nombres et qu'on sait que dans base, il y a des nombres, c'est quoi la complexité de ce mot de passe? Et la complexité, ça va être l'ensemble des valeurs, donc là entre 0 et 9, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, à la puissance 8, parce qu'on a 8 caractères. Ça donne 100 millions de possibilités. Si maintenant on modifie légèrement, avec un mot de passe légèrement plus court, mais que par contre on augmente
l'étendue de l'alphabet qui pourrait être utilisé, donc avoir des minuscules, donc là les 26 lettres de l'alphabet plus les 10 chiffres possibles à la puissance 7. Là, on augmente assez radicalement, on passe à un nombre de possibilités qui serait à peu près 78 milliards. Donc vous voyez, déjà en faisant un petit effort juste en changeant un peu le vocabulaire utilisé par le mot de passe, on peut augmenter la complexité. Si on va un petit peu plus loin, l'étape d'après, c'est se dire, ok, bon bah, je vais peut-être prendre que de l'alphabet, mais plus long. Est-ce que ça a un impact, oui ou non? Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plus c'est long, via les puissances, en fait, on se rend compte que même sans chiffres, et ben là, on tombe sur du 1,67 exposant 21 possibilités, ce qui est qui est encore plus complexe entre guillemets que la version d'avant, sachant qu'en fait, l'alphabet est peut-être plus restreint, mais par contre, la longueur a une incidence. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait simplifier en disant que plus le mot de passe est long, plus la complexité sera accrue. Ce sera plus difficile de casser. Enfin, le plus dur, c'est de casser un mot de passe long. Donc, il vaut mieux privilégier la longueur à un mot de passe assez court, mais avec très peu de caractères. Évidemment, on peut aller plus loin et on peut fusionner cette longueur plus des nouveaux caractères. Donc là, au lieu d'avoir 26, on fait 26 plus 10 puisqu'on a de nouveau des chiffres. Et là, on augmente encore un petit peu, on passe sur l'exposant 23. Et si maintenant on mêle en plus des majuscules, eh ben, on va doubler une bonne partie de l'alphabet disponible, entre guillemets, parce qu'on aura les minuscules, les majuscules et des chiffres. Et là, on tombe sur de l'exposant 26. Et encore là, on ne considère même pas des caractères spéciaux. Il y a les points d'exclamation, et commerciaux, barre oblique, tiret, etc., qui ne sont pas forcément autorisés sur tous les sites, mais on peut encore rajouter un petit peu comme ça pour avoir plus de complexité. Donc là, la leçon à retenir de ça, c'est la longueur en priorité, et ensuite, on diversifie le mot de passe. Et surtout, une petite phrase supplémentaire, plutôt que d'utiliser un mot de passe qu'on va réutiliser un peu partout, le but serait d'utiliser une passphrase. En fait, le problème du mot de passe, c'est qu'on a vite tendance à s'en servir un peu partout. Alors qu'une chaîne qui n'aurait pas forcément de sens générée de manière un peu longue aura plus d'utilité. Comment est-ce qu'on fait du coup pour se dire je ne vais pas retenir un mot de passe basique et essayer d'avoir un truc qui change un petit peu? Alors, juste par contre, il y a une slide d'avant, excusez-moi. Juste pourquoi on fait pas ça déjà? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'avoir des noms ultra communs, avoir toujours à peu près le même mot de passe, ça met en péril toute la sécurité qu'on peut avoir sur plusieurs sites différents, sur plusieurs applications, plusieurs services. C'est assez explicite. En 2009, il y a une base qui s'est fait leaker, donc qui a été divulguée sur Internet avec 32 millions de comptes utilisateurs avec les mots de passe en clair. Donc ça veut dire que sur ces 32 millions de comptes, les mots de passe étaient stockés, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en base de données sans protection. Et en fait, du coup, cette base RAWQ, vous pouvez les voir, c'est assez connu en historique, on le trouve assez facilement sur Wikipédia et compagnie. En fait, ça a formé du coup le dictionnaire un peu de référence qu'on utilise quand on veut tester des mots de passe. Parce qu'avec 32 millions de comptes assez populaires, parce que c'est des services derrière qui étaient utilisés, qui étaient assez populaires, ça permet de donner un bon point de départ en termes de dictionnaire. Et après, il y a peut-être certaines combinaisons qu'on peut identifier dans cette base qu'on pourrait essayer de deviner, si jamais on veut analyser un peu le contenu de la base. Hop. Je clique sur la télécommande. Ça ne change pas de slide chez toi, Jérémy, j'ai l'impression. Attends, je reviens. Parfait, merci. Du coup, un des problèmes de ça, de se faire voler son mot de passe ou d'utiliser toujours le même mot de passe, c'est d'être exposé à une attaque qui s'appelle le credential stuffing. Le problème, en fait, c'est comme on l'a pu le voir, là, ok, on a vu une base qui s'est fait exploiter et qui est devenue un peu la référence, mais en fait, tous les jours, tout le temps, en fait, il y a des bases qui vont être compromises et qui vont circuler sur Internet. Donc, avoir toujours le même mot de passe, c'est se dire, ok, si jamais mon mot de passe se fait voler sur le service A, peut-être que quelqu'un qui récupère cette base-là va essayer de se connecter avec mon email sur un service B, ou C, ou D, ou E, de manière déjà automatisée, donc ça va être un peu rapide, entre guillemets, et en plus, vu le nombre de services qu'on utilise tous au quotidien, ça donne des risques assez élevés, on va dire, parce que si on doit changer son mot de passe à chaque fois sur tous les services, dès qu'il y a une faille de sécurité, parce qu'on change tout le temps, parce que les services sont tout le temps piratés, parce qu'il faut toujours changer son mot de passe, ça donne des complexités un peu longues et on n'a pas forcément envie de faire ça. Donc évitez d'utiliser toujours le même mot de passe, parce que le risque derrière, c'est d'avoir son mot de passe qui circule un peu partout, sachant que la sécurité à 100%, ça n'existe pas malheureusement. On fait toujours au mieux pour sécuriser au mieux, mais il y a de fortes chances déjà que parmi tous les gens qui soient ici, une base ait déjà été compromise
On en parlera plus tard, il y a des moyens de savoir est-ce que mon identifiant ou quoi a déjà été compromis ou non. Voilà, la solution, c'est ça, c'est Have I Been Pwned. C'est une des solutions, il y en a plusieurs. Ce site-là, en fait, va agréger pas mal de bases qui ont circulé de manière plus ou moins, on va dire, ouverte. Hein. Des fois, les bases qui sont agrégées, on ne peut pas les retrouver facilement sur Internet, mais en tout cas, les personnes qui s'occupent de ce site-là sont des experts en cybersécurité et agrègent beaucoup de choses, beaucoup d'empreintes, beaucoup de mots de passe. Et du coup, en fait, sur ce site-là, vous pouvez soit entrer votre email et savoir du coup si votre email fait partie d'une des bases d'un site qui aurait eu une faille de sécurité. Il y a des très gros sites, hein. Si vous faites le test après le webinar, vous le verrez, je pense. Et sinon, il y a une petite partie mot de passe aussi sur ce site-là. Vous pouvez envoyer un mot de passe et vérifier s'il fait partie d'un jeu qui aurait été compromis. Donc, on n'a pas tous envie d'envoyer son mot de passe. Par contre, son email, ça ne coûte pas grand-chose à tester et voir en tout cas si on est potentiellement concerné par une faille de sécurité. Généralement, ce genre de site fait prendre assez conscience de l'ampleur d'utiliser le même mot de passe un peu partout et permet de dissuader un peu de faire ça. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas utiliser son mot de passe partout? C'est une question, soit on peut faire l'effort mentalement de retenir des passphrases déjà compliquées un peu partout, soit on peut utiliser des services gratuits ou extrêmement peu chers qui vont vous permettre de gérer vos mots de passe. L'idée, assez simple, c'est vous avez plusieurs devices, vous avez plusieurs services. Déjà, vous n'allez pas utiliser le même mot de passe sur chaque service. Et pour ça, vous allez avoir un gestionnaire de mots de passe qui va lui stocker grâce à un seul mot de passe que vous aurez à retenir. Donc celui-là, il faudra bien le choisir, il faudra qu'il soit assez complexe. Une fois que vous avez choisi ce mot de passe et que vous l'avez, vous pouvez utiliser des logiciels, des extensions Chrome, Firefox, quel que soit votre navigateur, qui vont du coup générer des mots de passe, vous les enregistrer sur les sites et vous faire l'autocomplétion automatique quand on vous demande un mot de passe. Vous pourrez les consulter si vous voulez et vous pourrez facilement les changer. Donc, le but étant de diversifier les mots de passe sur tous vos différents services et de ne pas avoir à les copier-coller manuellement entre plusieurs plateformes, ne pas avoir à les recopier quelque part en compromettant cette sécurité. Dans les petits outils qu'on peut utiliser, là on en a mis 4, mais il y en a une flopée. En bas à gauche, vous avez Dashlane, en bas à droite, Bitwarden, en bas à gauche, l'espace et en bas à droite, KeePass. La subtilité, c'est qu'il y en a qui vont tourner sur Internet, qui vont être capables du coup de synchroniser vos mots de passe de manière sécurisée entre vos différents devices. Et puis, il y en a qui vont tourner en local ou carrément qui ne vont pas avoir à stocker de mot de passe, qui vont être capables de, quand vous tapez votre mot de passe, de générer un mot de passe, de toujours vous redonner le même mot de passe, entre guillemets, sans avoir à gérer une base. Donc, il n'y aurait même pas typiquement de possibilité de fuite possible. Ça, c'est l'espace, c'est ce qu'il va faire. L'espace, en fait, il va vous générer des mots de passe sans les stocker, mais il va être capable de régénérer toujours les mêmes. Et KeePass, lui, c'est un gestionnaire en local. Donc, il n'y a pas de synchro de base. Donc, en fonction de vos besoins et en fonction de la sécurité que vous voulez avoir, vous pouvez choisir une solution ou une autre. Personnellement, j'utilise Bitwarden, ça marche très bien. Mais je vous invite à tester et à prendre celui qui correspondra le mieux et qui marchera le mieux sur vos différents supports mobiles, web, tablettes, que sais-je. Et je vais passer la main à Jérémy pour vous parler des risques liés au réseau public. Alors, je veux bien que tu me démutes. C'est fait. Super, merci. Alors, du coup, on va parler effectivement des risques associés au réseau public. Alors, en premier, dans la théorie, on va parler de l'interception de trafic. Donc, comment est-ce que ça se passe en fait quand quelqu'un intercepte du trafic sur un réseau public et qui récupère les données et qui lit les données qu'il y a sur ce réseau? Donc, en fait, c'est relativement simple à faire parce que quand votre appareil, votre téléphone, votre ordinateur communique avec un routeur et échange des données, ces données, c'est de la radiofréquence, ça peut être potentiellement intercepté de manière complètement passive et de manière extrêmement discrète. Donc, ça peut être intercepté soit avec un appareil comme celui que vous avez à droite, le HackerF, qui permet d'analyser des fréquences radio, soit tout simplement avec n'importe quel ordinateur configuré vous allez pouvoir directement récupérer toutes les trames réseau. Alors, si jamais vous être sur un réseau ouvert sur lequel il n'y a pas de clé, vous allez pouvoir directement voir le contenu des trames qui sont sur le réseau. Par contre, si vous êtes sur un réseau avec une clé, il va quand même être nécessaire d'avoir cette clé pour pouvoir déchiffrer le trafic qui passe sur le réseau. Alors, un ordinateur, on peut aussi utiliser potentiellement un Raspberry Pi. Donc, comme vous voyez à gauche, c'est le Raspberry Pi 0W, celui-ci, qui est tout petit, ce qui fait que vous pouvez faire de l'interception de trafic de manière extrêmement discrète actuellement avec les outils qu'on a à disposition.
Alors, au niveau de l'interception de trafic, il y a plusieurs situations. Je vous disais, soit vous êtes sur un réseau sans fil, mais c'est quelque chose qui marche aussi potentiellement en filière. Si jamais vous êtes connecté en RJ45 sur une box ou sur votre espace de travail, par exemple, potentiellement, il y a des attaques qui permettent d'intercepter le trafic d'une machine qui est connectée même en filaire. Donc, ces attaques, ça s'appelle des attaques de man in the middle. Et dans la théorie, c'est des attaques qui fonctionnent sur les adresses IPv4 et IPv6 plus ou moins de la même manière, avec des protocoles légèrement différents. Et globalement, ce qui se passe, c'est que vous avez un attaquant qui va intercepter le trafic entre votre routeur et vous, et qui va des deux côtés se faire passer pour l'un et pour l'autre. Du coup, pour votre ordinateur qui va penser communiquer avec son routeur, en réalité, il va communiquer avec la machine de l'attaquant, qui va rediriger vos informations vers le routeur. Et comme sa machine sert de relais, il va pouvoir directement intercepter tout le trafic qui passe dessus. Alors, je dis intercepter, ça peut être aussi potentiellement de la modification de trafic. Il y a des attaques qui consistent soit à remplacer directement le contenu des réponses qui vont être envoyées par un serveur quand vous communiquez avec un serveur, par exemple. Des attaques qui vont aussi modifier des entrées DNS pour que quand vous essayez de vous connecter sur un site, vous soyez redirigé vers un site malveillant. Donc, je parle d'interception, ça peut être aussi potentiellement de la modification de trafic. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt à chiffrer, vous, votre trafic, si vous êtes sur un réseau dont vous n'êtes pas sûr de la sécurité. Si vous êtes chez vous et que vous êtes certain à 200% de la sécurité de votre infrastructure, ou alors vous êtes sur un réseau d'entreprise et que vraiment vous êtes sûr de la sécurité de votre entreprise, vous avez peut-être moins d'intérêt, même si ça reste très important, vous avez peut-être moins d'intérêt à utiliser un VPN, par exemple. Par contre, si vous êtes sur un réseau public, par exemple, sur le réseau d'un café, sur le réseau d'un restaurant, sur un réseau d'aéroport, par exemple, là, vous avez un très grand intérêt à utiliser un VPN parce que n'importe qui va pouvoir intercepter du trafic sur ce réseau et lire et potentiellement modifier vos informations. L'intérêt, c'est que si vous utilisez une couche de chiffrement supplémentaire, donc je vous disais soit un VPN du coup qui va faire les requêtes à votre place et chiffrer les réponses et chiffrer vos requêtes pour éviter que quelqu'un puisse intercepter les informations, ou alors tout simplement utiliser HTTPS plutôt que HTTP. HTTPS qui rajoute une couche de chiffrement fort. Vous avez des clés de déchiffrement qui vont être générées sur votre machine, mais par contre qui ne seront pas connues par la personne qui va intercepter votre trafic. À partir de là, elle va voir effectivement passer le trafic, chiffré, et elle sera incapable de le déchiffrer. C'est tout l'intérêt. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au logiciel malveillant. Merci Jérémy. Je reprends juste la télécommande. Et donc, on va parler de logiciels malveillants. Quels sont les critères d'infection, la propagation et c'est quoi les risques en fait qu'il y a dans les logiciels malveillants. Donc, juste avant, on parlait de trafic. Là, on va parler plutôt de partie logicielle, donc des programmes qui vont s'exécuter sur des ordinateurs, mais pas que. Déjà, pour les cataloguer, ces fameux malwares, logiciels malveillants, on va regarder en fait deux choses, leurs actions et comment ils se propagent. Au niveau des actions, en fait, là, on a catégorisé trois. Il y a plutôt des adware, donc des programmes qui affichent de la publicité. Donc ça, c'est assez fréquent sur des logiciels typiquement de nettoyage ou équivalent d'ordinateurs qui vont vous afficher peut-être des bandeaux de pub. On va avoir des spyware, des logiciels qui vont plutôt s'amuser à analyser ce qu'il y a dans votre ordinateur, que ce soit juste remonter les informations de manière générique, mais le vrai intérêt de ces logiciels-là, c'est d'aller récupérer des mots de passe, des comptes bancaires, des cookies, pas mal de choses qui permettront ensuite de récupérer pas mal d'informations sensibles, privées. Et finalement, un autre type de malware sera les ransomware, dont on entend parler beaucoup en ce moment parce que c'est des logiciels qui sont un peu impactants, surtout au niveau entreprise. Tous le sont évidemment, mais les ransomware, c'est peut-être un peu le pire, entre guillemets. Les ransomware qui bloquent un ordinateur, qui bloquent un poste de travail et qui demandent de l'argent, généralement via des crypto-monnaies. Et sachant que des fois, ils demandent de l'argent, mais en fait, ils ne vont jamais déverrouiller l'ordinateur derrière. Donc, c'est un sujet un peu critique et un peu compliqué. Au niveau de la propagation, on va pouvoir identifier les trojans, les chevaux de Troie en français, qui du coup vont être des logiciels qui vont se faire passer qui vont pour un autre, en fait, entre guillemets. Vous allez installer par exemple un premier logiciel qui va dire je suis un lecteur PDF ou je suis un optimisateur d'ordinateur ou quel que soit son but principal. Et en fait, le Trojan, son but, c'est de plus ou moins répondre à la première demande, mais surtout en arrière-plan, d'exécuter du code malveillant pour ensuite soit afficher les pubs, soit récupérer des informations, soit être un ransomware. Le but en tout cas du Trojan, c'est c'est la manière de rentrer en fait, c'est de se faire passer par un autre logiciel et que l'utilisateur l'installe sans se douter évidemment qu'il est en train d'installer un logiciel malveillant.
Un virus, c'est un peu différent. Le virus, en fait, c'est plutôt la manière dont il va se propager en se répliquant dans des fichiers, dans des processus. Le but du virus, c'est de se dédupliquer, de se cacher un peu partout dans votre ordinateur pour que si jamais vous vouliez le supprimer, la tâche soit extrêmement complexe et lui va être capable de trôner, de rester en vie tant que vous ne supprimez pas tous les endroits où il va être répliqué. Et donc généralement, il va se cacher dans des dossiers de système, etc., un peu partout. Il va se cacher dans des documents, des fichiers cachés. Le but étant de ralentir le traitement, en quelque sorte. Et un ver, c'est un logiciel de type malveillant qui va faire partie de la famille des virus et qui, lui, va se propager aussi via le réseau en utilisant des failles logicielles. Donc, c'est une sorte de sous-déclinaison du virus, mais qui va du coup se répandre typiquement sur un réseau d'entreprise. C'est ce qui se passe le plus souvent, c'est en fait on a un virus, mais en fait c'est un ver et donc il va se répandre. Et donc les ransomware, etc. Avoir un ransomware plus un ver, généralement c'est ce qui bloque ensuite toute une chaîne de production, un nombre assez conséquent d'ordinateurs. Exemple, WannaCry, qu'on a tous plus ou moins entendu parler, parce qu'il y a eu pas mal de machines, plus de 200 000 machines en 2017 sur 150 pays. Ça a paralysé pas mal d'usines de production en France. Donc là, juste en tapant WannaCry dans Google Actualité ou équivalent, vous allez trouver pas mal d'articles là-dessus. Donc ça, c'est un bon exemple de malware, de ransomware qui va bloquer un ordinateur en demandant de l'argent, donc là $300 équivalent en Bitcoin, à une adresse spécifique avec un compte à rebours. Et donc comment ce genre de logiciel se démultiplie? En fait, là, c'est un ver, donc il va utiliser une vulnérabilité qui s'appelle Eternal Blue, qui est dans un protocole qui s'appelle SMB, qui sert à faire du partage de ressources entre postes sur Windows. Donc avoir à la fois le logiciel qui va bloquer l'ordinateur plus la propagation via un ver, ça permet de bloquer un nombre incommensurable de machines de manière assez rapide, et on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est au moment où ça le fait, avant que l'ordinateur soit bloqué, on ne va pas forcément avoir de retour visuel que c'est ce qui est en train de se passer. Les différents vecteurs d'infection, juste avant on a parlé de trojans, etc. Mais en fait, par-dessus la technique, il y a il y a des manières, on va dire, plus globales encore d'infecter un poste. Si maintenant, demain, on devait se défendre ou attaquer un système informatique, il y a 3 grands axes qu'on pourrait identifier pour y arriver. Le premier, ce serait l'ingénierie sociale. Donc là, comme Jérémy l'avait évoqué au début du webinaire, l'ingénierie sociale, c'est le fait d'exploiter des faiblesses humaines. Donc ça pourrait être par exemple des emails avec une pièce jointe frauduleuse, malveillante plutôt, qui installerait du coup un programme. Ce serait un logiciel qui est censé faire quelque chose, mais qui en fait ne le fait pas, qui est envoyé spécifiquement à une personne en essayant de cibler cette personne en lui faisant croire que ça va faire autre chose. Donc l'ingénierie sociale, généralement, c'est le point d'entrée le plus répandu aujourd'hui, parce que c'est le facteur humain, entre guillemets, c'est peut-être un des plus faciles à berner. Et donc, ça passe via des faux mails de banques, des faux mails d'opérateurs, des faux mails de réunion. Ça peut être assez large. Et donc, l'ingénierie sociale, c'est ça. Au niveau des connexions réseau, comme on l'a présenté avant, on peut intercepter du trafic. Une fois qu'on intercepte du trafic, en plus de l'analyser, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on pourrait remplacer à la volée certaines choses. Exemple, mon ordinateur Windows fait des mises à jour de ces logiciels de manière assez régulière. J'ai peut-être un lecteur vidéo, j'ai peut-être un antivirus, j'ai peut-être un gestionnaire de photos, quel qu'il soit. Ces logiciels en fait, vont faire des mises à jour assez souvent et télécharger en arrière-plan, sans qu'on s'en rende compte, des programmes de mise à jour. Quelqu'un qui intercepterait le trafic de manière complètement silencieuse et le ferait plutôt bien, pourrait se dire qu'elle pourrait remplacer automatiquement ces programmes d'installation qui sont légitimes par des programmes malveillants, sans que l'utilisateur s'en rende compte. L'exemple, ce serait mon logiciel de photo qui tous les jours demande sa mise à jour, se fait intercepter par le logiciel de modification de trafic. Une mise à jour vérolée est envoyée sur l'ordinateur, elle est installée de manière silencieuse, et hop, voilà, mon ordi va se faire infecter. On peut aussi remplacer certains sites via du DNS spoofing, par exemple. Je tape une adresse dans mon navigateur Internet, c'est une autre page qui apparaît, je ne m'en rends pas forcément compte. C'est une attaque assez classique, entre guillemets. Et après, de manière plus globale encore, on a tout ce qui est vulnérabilité. Donc là, mon ordinateur, souvent, a des services qui sont exposés sur le réseau. Il suffit que le pare-feu ne soit pas configuré correctement,
ou que j'ai lancé tel ou tel logiciel un jour et qu'en fait j'ai oublié de le couper parce que j'avais un besoin spécifique d'envoyer un fichier à quelqu'un ou d'avoir un programme qui tourne pour X raison, ces logiciels du coup sont sans doute soumis à des failles de sécurité. Et on va le voir juste après avec, avec d'autres thématiques, mais ces logiciels, s'ils sont soumis à des failles de sécurité et que le pirate est sur le réseau, peut essayer de les exploiter et donc injecter du code malveillant dans mon ordinateur via les logiciels qui sont présents, qui ne sont pas censés faire des mauvaises choses. C'est plutôt le fait de ne pas avoir un logiciel à jour et sécurisé qui va m'exposer à des attaques. Si on part un tout petit peu plus loin, si on oublie un peu les ordinateurs, mais qu'on part sur les smartphones, que ce soit Apple ou Android, c'est un constat qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on se dit souvent que c'est des mondes radicalement différents, mais en fait, au niveau des composants, au niveau des protocoles, au niveau de la manière dont les gens programment, il y a beaucoup de similitudes entre un smartphone et un ordinateur. Un smartphone, on pourrait quasiment dire que c'est un petit PC. Que ce soit au niveau des protocoles de communication, que ce soit par exemple du Wi-Fi, que ce soit du IPv4 ou autre, parce que c'est encore le plus fréquent aujourd'hui, plus ou moins. Enfin, c'est pas forcément la meilleure chose, mais bon, bref. En tout cas, au niveau des protocoles, un attaquant va pouvoir exploiter quasi les mêmes failles, que ce soit sur un smartphone que sur un ordinateur. Et ça marche aussi pas qu'au niveau technique, ça marche aussi sur l'ingénierie sociale. Typiquement, une application sur un store, si elle est bourrée de pubs, eh ben, ça pourrait être un adware, on pourrait le qualifier de la même manière. Et des attaques un peu supplémentaires, ça pourrait être d'essayer de faire installer des logiciels hors store, qui sont sans doute sans surveillance en termes d'antivirus, à un téléphone. Donc il y a des exemples assez récents où pas mal d'éditeurs de jeux vidéo ne voulaient pas fournir leurs jeux sur le Google Play, par exemple, et donc les téléphones Android étaient obligés d'installer des applications, des binaires, hors du Play Store. Ça expose les utilisateurs à des grosses failles de sécurité si jamais ils n'installent pas le package, enfin l'application qui vient de l'éditeur. Et si jamais ils se font intercepter leur trafic ou ils sont redirigés sur un faux site qui leur promet leur jeu, mais qu'en fait c'est un virus ou un malware, ils seront facilement exposés. Et en plus de ça, même si on reste sur les stores officiels, une petite nuance qu'on peut apporter, c'est que aujourd'hui, ces stores-là sont ultra populaires, il y a un nombre d'applications phénoménal. Et en fait, c'est assez facile, entre guillemets, pendant un certain temps, de télécharger par exemple une application, de récupérer le code source, de la modifier, de changer peut-être une ou deux icônes, de rajouter du code malveillant, de refaire une application à partir de l'application originelle plus en ayant le code malveillant et de l'envoyer, la soumettre sur le Google Play Store. Ça s'appelle du repackaging. C'est quelque chose qui est assez fréquent, qui arrive, je pense, quasi tous les jours, voire plusieurs fois par demi-journée. Les robots du Google Play vont s'assurer d'éviter au maximum ce genre de choses, mais ça passe toujours entre les mailles du filet parce que vu le nombre d'applications, on ne peut pas tout contrôler. Et ce genre d'attaque, c'est assez efficace et un utilisateur ne va pas forcément se douter inconsciemment. Il va se dire c'est un téléphone, c'est pas aussi risqué qu'un Windows, donc il va se dire qu'il est en sécurité. Mais non, il faut quand même faire toujours attention à ce qu'on installe, que ce soit de manière officielle via le Play Store ou via des applications externes. Parce que les risques sont quasi les mêmes. Et je te repasse la main, Jérémy, pour parler des périphériques externes. Et je te démute, bien sûr. Merci. Alors du coup, effectivement, on va parler d'une autre famille d'attaques qui va toucher les périphériques externes. Donc, de manière générale, ça va être tout ce que vous allez pouvoir brancher dans votre ordinateur ou connecter sur le réseau. Alors maintenant, il y a une famille assez vaste et qui s'étend avec le temps. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent de périphériques externes qui vont permettre de faire de l'injection de commandes. Donc ça peut ressembler soit à une clé USB, soit à un câble directement. Donc il y a un câble Lightning par exemple, comme celui que vous avez en haut à gauche. Ça existe aussi au format USB-C, au format micro USB, etc. Globalement, c'est un appareil que vous allez brancher en USB sur votre machine et qui va se faire passer pour un clavier pour pouvoir taper des commandes sur votre ordinateur. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il y en a certains sur lesquels vous allez mettre une carte SD et vous allez écrire directement du code à l'intérieur pour donner une liste d'actions à faire ou une liste de commandes à taper sur l'ordinateur. Il y en a aussi qui se contrôlent à distance potentiellement à partir de réseaux GSM ou de réseaux Wi-Fi. Donc, on a beaucoup d'attaques à partir de ces outils-là, notamment un exemple que je trouve assez parlant, qui est l'exemple de SharpLocker. SharpLocker, c'est un script qui a été écrit par Matt Pickford et qui permet… Je vais repasser en arrière.
et qui permet d'afficher un faux écran de login Windows sur une machine. Donc, ce qui se passe, c'est que là, dans la vidéo, la personne va brancher sa clé USB, donc c'est une de celles que je vous ai montré un petit peu avant, sur l'ordinateur. Cette clé USB va se faire passer pour un clavier au niveau du système d'exploitation de la machine, va du coup pouvoir taper des commandes, va directement et très rapidement taper un script entier sur l'ordinateur. Donc, en fait, ça utilise le clavier au maximum de sa vitesse. Donc, potentiellement, c'est quelque chose qui peut durer 15 secondes pour taper un script entier avec énormément d'instructions à l'intérieur. Donc, la personne va brancher sa clé USB sur la machine, le script va être déployé, et après, ça va afficher un écran de log de Windows qui ne sera pas un vrai écran de log. Et à partir du moment où la personne va essayer du coup de déverrouiller sa machine, les informations qu'elle va rentrer, le mot de passe qu'elle va rentrer, sera envoyé par mail à la personne qui a compromis la machine. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, il y a plusieurs formats de clés USB comme ça qui existent, des plus ou moins discrètes. Et je vous disais aussi au format des formats câbles. Donc là, vous allez voir que le déploiement est très rapide. C'est vraiment une dizaine de secondes. Et là, déjà, le script a été copié en entier par la clé et a été déployé. Là, l'écran de lock que vous voyez sur la machine est un faux lock screen. Ce n'est pas un vrai lock screen Windows, même s'il est fait pour y ressembler. Et toutes les informations qui sont écrites à l'intérieur sont exfiltrées et sont envoyées sur un service sur Internet auquel la personne aura accès après par la suite. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ces attaques ? Il y a plusieurs solutions potentiellement. Alors, déjà, tout simplement ne pas brancher des appareils qui ne sont pas des appareils de confiance sur sa machine. Il y a Lindy qui crée des produits qui peuvent aider à ça. Donc, par exemple, celui que je vous montre à gauche, qui est un bloqueur de port USB. Vous allez du coup globalement le mettre à l'intérieur de vos ports USB et vous allez pouvoir uniquement le déverrouiller avec la clé Lindy. En théorie, en réalité, c'est quelque chose qui peut être retiré relativement facilement avec une pince, mais globalement, ça peut vous faire gagner du temps sur une sécurité. Ça évite que quelqu'un puisse, si vous laissez votre machine sans surveillance, directement accéder à vos ports USB facilement. Vous avez aussi, et ça c'est quelque chose qui est aussi important, si jamais vous vous connectez sur des stations de charge publiques, potentiellement elles peuvent faire la même chose. Elles peuvent envoyer des instructions sur votre ordinateur, sur votre téléphone si vous êtes connecté en USB. Donc là, vous avez des outils qui vous permettent de vous protéger, comme par exemple le porte-à-peau, mais il y en a d'autres aussi que vous pouvez trouver un petit peu partout sur Internet. Globalement, ça va être des bloqueurs de données. Donc en fait, ça respecte les standards de l'USB au niveau du matériel, sauf que les pins qui permettent d'envoyer des données sont tout simplement pas connectés. Ce qui fait que quoi que vous connectiez, on ne pourra pas communiquer avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. C'est l'intérêt. Alors, autre famille d'appareils, on va en parler un petit peu rapidement, ça va être les appareils IoT. Parce que potentiellement, là aussi, on a un risque. C'est un appareil que vous apportez chez vous, que vous apportez dans votre entreprise potentiellement. C'est un appareil que vous allez connecter sur votre réseau généralement parce qu'il fonctionne sur Internet. Et c'est un appareil qui vient avec ses vulnérabilités, qui vient avec ses risques, qui vient avec ses services potentiellement qui eux aussi peuvent être exploités. Alors, on a un bel exemple de ça, qui est le botnet Mirai, et un botnet qui a été utilisé pour attaquer le service DNS, qui a paralysé tout l'Internet nord-américain pendant plusieurs heures. Et ce botnet, il est composé exclusivement d'appareils IoT. Donc, c'est une personne qui a trouvé une vulnérabilité dans des appareils IoT, dans un firmware d'appareils IoT, qui a trouvé beaucoup de ces appareils IoT disponibles publiquement sur Internet parce qu'ils ont été mal configurés ou parce qu'eux-mêmes, ils se sont configurés tout seuls sur un routeur pour pouvoir se connecter à Internet. Ils ont exposé des services qui étaient vulnérables et cette personne a exploité ces vulnérabilités en chaîne pour se faire un réseau entier d'appareils IoT qui lui a servi pour faire du coup une attaque de déni de service. Donc, ils ont fait beaucoup de requêtes sur le service de DNS dans le but que ce service ne puisse plus répondre aux requêtes légitimes. Alors, au niveau de l'exposition publique de service, ce que je vous disais, c'est que quand vous mettez un appareil sur votre réseau, que ce soit chez vous ou sur un réseau professionnel, vous avez toujours un risque que cet appareil soit accessible à distance. Ça dépend vraiment de la configuration de votre routeur et de la configuration de l'appareil. Donc, ça arrive très souvent qu'on ait par exemple des caméras. Moi, c'est le cas le plus choquant pour moi. C'est le cas où vous achetez une caméra connectée, ou vous achetez une sonnette connectée avec une caméra, par exemple, et que cet appareil expose des informations publiquement sur Internet à partir de votre adresse IP. Alors, il y a un service en ligne qui liste énormément de choses disponibles sur Internet, notamment des caméras. C'est les exemples que je vous ai donnés. Je pense que ce sont des caméras de surveillance et des caméras publiques, celles que je vous affichais. Mais c'est Shodan. Shodan, globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un scan de toutes les adresses IPv4 de l'Internet. Ils vont lister tous les services qui sont disponibles sur toutes les adresses
Et après, ils vous mettent à disposition un moteur de recherche dans lequel vous allez pouvoir chercher tous les services et toutes les machines disponibles sur Internet. Alors, c'est quelque chose qui peut être très utile pour planifier une attaque, effectivement, mais c'est quelque chose qui peut aussi, je pense, vous être utile pour vérifier ce qui est exposé sur votre adresse IP. Alors, je ne vais pas aller dessus directement parce que ça affiche potentiellement des informations personnelles, des caméras personnelles, des IP qui ne m'appartiennent pas. Mais je vous invite à peut-être aller regarder dessus, aller regarder les informations qui vous concernent. Tapez votre IP à l'intérieur pour regarder si potentiellement vous, sur votre IP, il y a des appareils qui sont accessibles à distance, il y a des services qui sont accessibles à distance, et si vous pouvez potentiellement les bloquer sur votre routeur. Alors, je vous disais qu'il y avait des caméras, il y en a beaucoup, des appareils IoT. Il y a aussi des machines, potentiellement des machines Windows, sur lesquelles il y a des services exposés. Donc là, par exemple, l'exemple que je vous donnais, c'était une machine Windows Small Business Server 2008, qui n'aurait pas dû exposer, qui affiche un accès avec RDP, donc c'est un accès à distance, bureau à distance sur Windows, mais qui est mal configuré, qui est disponible sur Internet. Et Shodan, un de ses avantages aussi, c'est qu'il va vous donner directement les vulnérabilités qui concernent les services qui ont été trouvés. Donc là, par exemple, on avait un Windows pas à jour et il nous montrait qu'il y avait une vulnérabilité sur RDP qui permettait d'envoyer directement des commandes sur le Windows. Alors, on va passer maintenant sur la partie démo. On va passer sur l'injection de logiciels malveillants à distance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire en même temps que je vais lancer mes machines. Alors, j'ai deux machines à disposition. Donc, de ce côté-là, j'ai une machine Windows. Donc, j'ai choisi une machine Windows 7. Et de l'autre côté, j'ai une machine Linux qui va me servir pour faire mon attaque. Donc, ces deux machines sont simplement sur le même réseau. Et le seul prérequis que j'ai sur ma machine Windows, c'est que j'ai une machine Windows 7 qui n'est pas à jour. Je vais me connecter. Alors, à partir de là, ce qu'on va faire, et ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait en tant qu'attaquant pour déjà se connecter sur une machine sans avoir le mot de passe à partir du moment où cette machine n'a pas été mise à jour depuis longtemps, quelle vulnérabilité on va exploiter, et ensuite, une fois qu'on a exploité une vulnérabilité, comment on va faire pour envoyer des fichiers sur la machine sans que l'utilisateur s'en rende compte et récupérer des fichiers sur cette machine-là. Donc, je vais utiliser un outil qui s'appelle Metasploit. Metasploit, c'est vraiment un couteau suisse d'exploitation. Vous avez à l'intérieur du code qui va vous permettre d'exploiter des vulnérabilités quasiment automatiquement. Là, c'est cette fonctionnalité-là dont on va servir. La vulnérabilité que j'ai choisie, c'était Eternal Blue. Elle a été découverte en mai 2019. Elle touche les services de bureau à distance de Windows. Alors, Eternal Blue en particulier ne touche que Windows 7. Vous avez aussi une autre famille de vulnérabilités qui s'appelle Double Pulsar, qui s'appelle déjà Blue, pardon, qui touche aussi Windows 8.1 et Windows 10. Donc, je vous montre celle-là parce que c'est celle qui a le plus d'outils en ligne disponibles pour l'exploiter. Elle est simple à mettre en place et généralement relativement stable. Donc, je vous ai montré ma Windows 7 à côté. J'ai ces deux machines qui sont juste côte à côte sur le réseau. Donc, ça vous montre aussi l'intérêt de faire attention des réseaux sur lesquels vous êtes. Si vous avez une machine, par exemple une machine Windows, mais ça peut être aussi potentiellement un téléphone, que vous mettez sur un réseau, potentiellement, s'il y a quelqu'un qui est sur le même réseau que vous, il va pouvoir lancer des attaques sur votre téléphone ou sur votre machine qui ne sera pas à jour. Donc là, j'ai ma fenêtre en ligne de commande de Metasploit qui est lancée. Je vais pouvoir rechercher à l'intérieur l'exploit que je vais utiliser. Donc, pour rappel, l'exploit, c'est tout simplement la partie de code qui va me permettre d'exploiter une vulnérabilité et du coup, d'attaquer ma machine. On va peut-être lancer Bluekeep plutôt sur celle-là. Ok, on va tester avec Bluekeep. Alors, il n'est pas impossible que ma machine Windows crash. C'est des vulnérabilités qui exploitent des services Windows et qui potentiellement peuvent causer de l'instabilité. La manière dont elles ont été découvertes, c'est qu'originellement, quelqu'un s'est rendu compte qu'en envoyant, par exemple, beaucoup trop de texte au service RDP, celui-ci faisait crasher complètement la machine. Donc, potentiellement, il y a un pourcentage de chance pour que la machine crash. Ce n'est pas grave, si jamais mon Windows crash, je pourrais le relancer. Donc, je vais juste spécifier, du coup, dans mon outil Metasploit, l'exploit que je vais utiliser. Donc là, je vais utiliser un exploit sur RDP. Donc RDP, c'est le service de bureau à distance de Windows, comme je vous disais. Je lui dis ce que je vais utiliser. Et je vais juste avoir à spécifier l'adresse IP de la machine que je vais attaquer.
Donc, set, du coup, me permet de configurer l'attaque que je suis en train de mettre en place. Et je lui dis que mon rhost, donc mon hôte distant, donc la machine que je suis en train d'attaquer, en fait, c'est celle qui est en 10.42.02. C'est l'IP que je lui ai donné dans ce laboratoire d'exemple. Il va juste falloir que je configure le type de cible que j'attaque. Donc là, je lui dis que c'est un Windows 7 classique avec l'option 1 sans lui spécifier plus d'informations. Et ensuite, je vais pouvoir lancer mon attaque. Donc, il va mettre un petit peu de temps. Alors, tout ce qui est dans la Danger Zone, là, qui nous affichait Entering Danger Zone, c'est les développeurs du script d'attaque qui ont écrit ça, parce que potentiellement, c'est la phase dans laquelle je peux faire crasher ma machine Windows 7 derrière. Donc, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle répond encore, mais on verra si on a une réponse. Donc là, si je résume, tu as juste choisi, tu avais entendu parler d'une faille de sécurité sur un Windows, tu as lancé ton Metasploit qui permet d'exécuter des vulnérabilités, tu lui as dit utilise celle-là à telle adresse, et le programme du coup va se charger automatiquement de tout faire et essayer d'exécuter l'attaque pour toi. Oui, exactement. En fait, ça dépend de la machine que vous avez en face de vous, mais il y a, comme je vous dis, il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont découvertes, notamment des grosses vulnérabilités sur Windows. Il y en a certaines qui font beaucoup de bruit et dont on entend beaucoup parler. Alors, il y a eu Bluekeep, effectivement, celle que là je suis en train d'utiliser, qui a été découverte en mai 2019 et qui depuis heureusement a été patchée sur les machines Windows. Alors après, il y en a aussi qui existent sur Windows 10, notamment Eternal Blue. Il y en a beaucoup qu'on aurait pu utiliser potentiellement. Là, c'était vraiment par rapport à l'environnement que j'avais à disposition. Alors, je vais juste le relancer. Comme je vous disais, c'est légèrement instable, donc il n'est pas impossible que ça ne fonctionne pas pour la première fois. Voir que ma machine est redémarrée en tâche de fond, ma machine Windows derrière. Effectivement, je vais regarder où est-ce qu'elle en est. Je pense qu'elle a peut-être redémarré. Oui, elle est en train de redémarrer, c'est pour ça. Ce qui peut être aussi une attaque, en fait, de faire redémarrer des services critiques pour redémarrer à distance une machine, même si l'exploit ne marche pas, c'est déjà un peu gênant pour la personne. Oui, effectivement. Potentiellement, une des premières choses qui a été découverte, que ce soit sur Eternal Blue ou sur Bluekeep, c'était effectivement qu'on pouvait faire du déni de service en faisant des Blue Screen of Death, donc l'écran bleu sur Windows, sur ces machines-là à distance. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser cette vulnérabilité pour pouvoir afficher un shell de commande, comme vous allez dans cmd.exe sur Windows. On va essayer d'afficher cette fenêtre-là, mais directement sur ma machine, sans avoir le mot de passe de ma machine Windows. Ah, elle a redémarré. On va relancer, on va voir si ça fonctionne. Alors du coup, je vois pas mal de choses passer. Alors, je n'ai pas le chat sous les yeux, je vois juste le décompte de messages. On vous répondra juste après parce que moi, je n'ai pas le chat actuellement sur les yeux, comme j'ai mon écran sur cette machine-là. Oui, on fera une session questions-réponses à la fin. Je lirai les questions du coup pour nous deux et puis on répondra. Vous inquiétez pas. Mais du coup, posez vos questions, on les prendra juste après la démo, je pense. Alors du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose en plusieurs étapes. En premier, on va essayer déjà d'avoir un invité de commande sur cette machine-là. Donc je vous disais, c'est ce qu'on va voir exactement dans cmd.exe, ça va être la même chose. Donc là, mon outil Metasploit me donne une information qui me fait plaisir. Il me dit qu'une session de shell de commande a été ouverte. Donc à partir de là, vous voyez, j'ai directement donc cet affichage de C Windows System 32. Je suis directement à l'intérieur de mon système Windows et je peux lister ce qu'il y a sur ma machine. Donc, je vais juste mettre cet invité de commande-là en tâche de fond. Alors, à partir de là, comme je vous disais, là, j'ai directement un accès sur un cmd.exe. C'est exactement comme si j'étais connecté sur ma machine avec le mot de passe, sachant que là, je n'ai tapé aucun mot de passe, et que j'ouvrais cmd.exe pour taper des commandes. Alors, Metasploit, je vous disais, c'est vraiment un couteau suisse. Il y a beaucoup de choses. Il y a des exploits. Il y a aussi potentiellement des malwares que je vais pouvoir avoir à disposition qui sont tout faits et que je vais pouvoir charger automatiquement. Là, le malware que je vais utiliser, c'est un malware qui s'appelle Meterpreter et qui est un shell, un invité de commande qui va me permettre de faire énormément de choses sur la machine sur laquelle je suis connecté. Je
vais transformer en fait ce cmd.exe en meterpreter. C'était la session 1. Ce qui va me permettre d'avoir accès à encore plus de fonctionnalités en tant qu'attaquant. Donc potentiellement, je vais pouvoir récupérer des touches du clavier, je vais pouvoir prendre des photos de la webcam, pouvoir prendre des photos du bureau, je vais pouvoir afficher ce que l'utilisateur voit, ouvrir des programmes, etc., faire énormément de choses. Alors là, du coup, j'ai une deuxième session vers ce shell-là qui m'a été ouvert. Je vais pouvoir me connecter dessus. Alors, je ne pense pas qu'il m'ait mis directement dedans. Donc là, je suis connecté dessus. Si je regarde les informations sur le système sur lequel je suis connecté, là actuellement, je suis connecté sur une machine qui s'appelle Win7, et c'est bien Windows 7, c'est la machine que je vous ai montré tout à l'heure qu'on a en tâche de fond. Alors cette machine-là, visuellement, ce qui se passe dessus actuellement, c'est qu'il n'y a rien. On est toujours sur le même écran, sur le même écran de connexion. Je ne suis pas connecté visuellement pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Donc, je vous disais, on va pouvoir faire plusieurs choses à partir de là. Donc déjà, on va pouvoir aller fouiller dans les documents pour récupérer des informations. Je vais aller dans le dossier document de l'utilisateur de cette machine. Document sur Windows. Donc, à l'intérieur, j'ai plusieurs fichiers. Donc, j'ai ma musique, mes images, mes vidéos. C'est un Windows complètement classique. J'ai un fichier secret.txt. Si jamais je veux récupérer des fichiers sur cette machine, je vais pouvoir faire download secret.txt. Du coup, si jamais je regarde moi sur ma machine, alors je pense qu'il est mis dans download, je l'ai effectivement ici. J'ai secret.txt et je vais pouvoir regarder directement les informations à l'intérieur. Donc, on a un numéro de carte, on a un mot de passe. Alors, on va travailler un petit peu différemment sur le mot de passe. Je vais pouvoir télécharger des fichiers, mais je vais aussi pouvoir envoyer des fichiers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours, sans me connecter visuellement sur la machine, là, on sera encore sur l'écran de connexion, envoyer un malware qui va me permettre de récupérer les haches de mot de passe de la machine. Donc, ce malware, je l'ai, moi, sur ma machine Linux. C'est le fichier pwdub7.exe. C'est un malware qui sert exclusivement à ça, exclusivement à faire de la récupération d'informations sur une machine. Donc, il va récupérer, comme je vous disais, les haches de mot de passe de cette machine Windows. La commande pour envoyer des fichiers sur une machine à l'intérieur du meterpreter, c'est upload. Je vais avoir besoin d'envoyer ce fichier-là et je vais avoir besoin d'envoyer le fichier aussi, .dll que j'ai à côté. Il en a besoin pour fonctionner. À partir de là, dans mon fichier document de mon utilisateur, j'ai bien mon pwdump7.exe et j'ai bien ma DLL qui a été envoyée. À partir de là, je vais pouvoir juste démarrer mon logiciel pwdump7 sur ma machine Windows pour essayer de récupérer mes haches de mot de passe. Donc, sur Windows, comme on vous disait avant, ça fonctionne un petit peu comme sur un service web. On ne va pas stocker directement les mots de passe en clair. On stocke des haches de mots de passe. Donc, là, j'ai le hash de mot de passe de mon utilisateur qui s'appelle MEVM. Donc, c'est le site sur lequel je télécharge ma machine virtuelle parce que c'est un petit peu dur à trouver des machines Windows 7 pas à jour. Je récupère directement mon hash de mot de passe. Donc, ce hash de mot de passe, on va le récupérer et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne pour, à partir d'un hash, essayer de récupérer le mot de passe qui était associé. Donc là, je vais pouvoir quitter directement tout ça. J'ai récupéré mon mot de passe, en tout cas mon hash de mot de passe pour l'instant. Donc, je n'ai plus nécessairement besoin de garder cette connexion ouverte. Je vais juste me faire un nouveau fichier avec le hash à l'intérieur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un logiciel pour casser ce mot de passe, pour essayer de récupérer ce mot de passe. Et ce mot de passe, on va tester toutes les possibilités à partir d'un dictionnaire. On va faire une attaque par dictionnaire. Donc, moi, à disposition sur ma machine, j'ai un dictionnaire, j'ai plusieurs dictionnaires. J'ai notamment le dictionnaire Roku dont je vous parlais. Donc, il est à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, vous voyez, j'ai les mots de passe, j'ai mon fichier Roku avec les mots de passe. Si vous regardez sur les slides, c'est les premiers mots de passe à l'intérieur de ce dictionnaire-là. Donc, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Hashcat. Hashcat, je pense que c'est le plus populaire actuellement, c'est le plus efficace. Il permet de casser des mots de passe à partir de plusieurs cartes graphiques. C'est le plus efficace qu'on ait actuellement. Alors, moi, c'est une machine virtuelle sur laquelle je suis connecté à tout de suite, donc je n'ai pas de carte graphique. Donc, je vais lui dire d'utiliser mon processeur, mon CPU plutôt que mon GPU. Donc, je suis obligé de lui spécifier -force pour qu'il fonctionne. Ce n'est pas très important.
h4-force, et ensuite je vais pouvoir lui passer plusieurs informations. Je vais lui passer mon fichier de hash, donc h.txt, qui contient le hash que j'ai copié-collé tout à l'heure. Je lui passe un fichier de dictionnaire, donc on va lui passer roq. Et ensuite, je vais juste lui spécifier le type de hash qu'il va falloir casser. Voilà, celui-là, c'est un hash NT, donc on va lui passer le type comme ça, c'est pas très important, vous embêtez pas avec ça. Donc je vais vérifier, je pense que mes informations sont bonnes. Alors, si jamais j'ai bien tapé ma commande, ça va être très rapide parce qu'en soi, il y a peu de possibilités. Et avec la puissance de calcul actuelle, c'est très rapide en fait, de casser des hashes de mots de passe. Les attaques par dictionnaire sont potentiellement très efficaces. Donc là, il est en train de commencer à s'initialiser. Il est en train de tester plusieurs possibilités. Et là, déjà, il a récupéré le mot de passe associé à mon hash. Donc là, il m'affiche à gauche le hash de mon mot de passe et à droite, le mot de passe associé qui a été trouvé. Et c'était celui qui était noté du coup dans le secret.txt, qui est grindé 1, 2, 3. Donc si vous voulez, on va pouvoir aller le tester directement. Je vais juste me mettre en QWERTY. Du coup, c'est bien mon mot de passe que j'ai sur ma machine. Si jamais je vais fouiller dans mes documents, j'ai bien mon pwdumset.exe que j'ai envoyé tout à l'heure, mon fichier DLL et mon secret.txt qu'on n'a pas supprimé. Voilà, on va pouvoir passer aux questions. Oui. Du coup, je vais devoir te muter, mais à progressif pour poser les questions et te démuter juste au moment où on va répondre. Alors, je remonte. Tac, tac, tac. J'utilise. Il y a plein de gens qui ont dit quel gestionnaire de mot de passe utiliser. J'ai vu du Dashlane, du OnePassword. Oui, les questions qu'il y avait par rapport à ça, est-ce qu'ils sont populaires ou est-ce qu'ils sont conseillés, etc. Tu veux peut-être répondre, Jérémy? Oui, alors c'est toujours une question un petit peu difficile avec les gestions de mots de passe. Alors, parmi ceux qui sont populaires, il y a effectivement ceux qu'on vous a présentés. OnePassword aussi est très populaire, il y a une bonne intégration sur iOS. Par contre, au niveau de la sécurité de ces gestionnaires de mots de passe, c'est une question de confiance actuellement. Il y a eu une recommandation de l'ANSSI actuellement, qui était une recommandation qui était en 2014, il me semble, elle est un petit peu ancienne, qui était d'utiliser KeePass à l'époque. Et depuis, il ne me semble pas qu'il y en ait eu d'autres. Globalement, ça va être à vous de faire votre choix, de vous renseigner sur la gestion de mot de passe pour savoir celui qui vous correspond. Il n'y a pas de recommandation générale de sécurité par rapport à un gestionnaire de mot de passe en particulier, malheureusement. Moi, personnellement, en tout cas, mon avis, c'était de regarder est-ce que le code source est disponible. Ça permet de donner une idée déjà, est-ce que c'est quelque chose de complètement fermé, on ne sait pas comment ça fonctionne, sans forcément d'avoir besoin d'aller lire, hein, mais juste se renseigner sur comment les développeurs, l'équipe de développeurs ou du projet aborde la question de l'ouverture. Est-ce que c'est hébergé uniquement aux États-Unis? Est-ce que c'est hébergé uniquement, je sais pas, en Chine? Ou est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'il y a des serveurs répartis un peu partout dans le monde? En fonction de ça, en fait, là, on peut commencer à se poser les questions. Est-ce que c'est plus ou moins sécurisé. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est qu'a priori, tous ces grands noms-là, en tout cas Dashlane, OnePassword, Bitwarden, etc., a priori, il n'y a pas eu de grosses failles exposées, etc. Il n'y a pas eu de gros problèmes par la communauté de la sécurité. Donc, c'est toujours mieux d'utiliser ça que rien d'utiliser. Après, en fonction des domaines dans lesquels vous travaillez et compagnie, peut-être que vous aurez des interdictions, peut-être de stocker vos données dans certains pays. C'est plutôt ça aujourd'hui qui va vous inciter à passer sur un choix ou un autre. Deuxième question, si je vais sur un site genre motdepasse.xyz pour générer un mot de passe, est-ce que c'est sécurisé? Et je veux dire, est-ce qu'il pourrait être retrouvé sur le site, historique des mots de passe, générés, etc. Je te réactive son micro. Oui, c'est bon. Alors, potentiellement, ça pourrait être le cas et c'est le même souci. Avec tous les services en ligne, que ce soit de la génération de mots de passe ou du test de mots de passe pour essayer de tester la sécurité de votre mot de passe, vous êtes obligé de faire confiance à la personne qui va récupérer cette information, qui va récupérer vos requêtes, parce que de toute façon, vous allez envoyer cette information sur le serveur de cette personne et elles pourront être stockées. Donc là, ça va pareil être vraiment une question de confiance par rapport au service et ça demande de se renseigner un petit peu sur le service et vous-même de faire ses choix. C'est pour ça que c'est difficile de faire des recommandations par rapport à ça. C'est vraiment des choix par rapport à vous, à qui vous faites confiance, à vous, vos problématiques de sécurité aussi en fonction de la confidentialité des données que vous avez.
Alors, pour parler de Avai Beanpwn en particulier, qui fait aussi alors pas de la génération, mais qui vous permet aussi de chercher vos mots de passe dans des bases de données. C'est Troy Hunt qui gère le site, qui est un consultant en sécurité chez Microsoft depuis plusieurs années et qui est relativement reconnu, disons, dans le milieu. Donc, pour le coup, moi, personnellement, Avai Beanpwn, c'est le service auquel je fais confiance pour envoyer des informations personnelles, encore une fois, pas des informations d'entreprise, mais pour tester des informations ou des mots de passe personnels. Ce service-là, en particulier, je lui fais confiance, mais c'est vraiment une question de recherche par rapport au service et qui est derrière et où sont envoyées vos données. Et du coup, pareil pour les VPN, je vois une question par rapport aux VPN. Quels VPN sont recommandés? C'est exactement la même chose en fait. Le prestataire de votre prestataire VPN, c'est lui qui gère le chiffrement de votre connexion VPN. Donc potentiellement, il va pouvoir déchiffrer tout le trafic qui est envoyé. C'est lui qui fait les requêtes de son côté. Donc potentiellement, votre prestataire VPN, il est en position de man in the middle et il récupère toutes les informations que vous envoyez sur le réseau et que vous recevez sur le réseau. Donc, ça demande beaucoup de confiance par rapport à votre prestataire VPN et ça dépend d'où vos informations sont envoyées, par quelles sont gérées. Alors, je vais vous envoyer une ressource par rapport à ça. Il y a des listes qui sont disponibles en ligne qui font du coup des classements, disons, de VPN par rapport à la confidentialité de vos informations. Du coup, je résume juste. Le problème de ces sites-là ou le problème des applications au niveau de la génération de mots de passe, c'est que soit ça tourne sur votre ordinateur et que ça ne sort pas, et donc là, c'est bien, parce que vous pouvez être à peu près sûr que le mot de passe n'est pas exposé. Par contre, à partir du moment où il y a un échange, en fonction de la techno qui est utilisée derrière, en fonction de est-ce qu'il y a du logging ou pas, vous n'avez pas forcément de manière de savoir est-ce que le mot de passe va être stocké, réutilisé plus tard ou pas. Donc là, c'est pour ça qu'il faut se renseigner, et si le logiciel est open source et qu'on peut voir le code, etc., il y a a priori plus de chances, même si ce n'est pas garanti à 100%, il y a plus de chances qu'il n'y ait pas un code malveillant dans le logiciel que vous utilisez. Donc, il faut se renseigner aussi sur la communauté. Typiquement, le Avai Beanpwn, que j'ai marqué dans le chat à la fin, toute la communauté, etc., c'est des gens de sécurité auxquels on peut se fier, entre guillemets. Enfin, nous, en tout cas, on a choisi de plutôt s'y fier. En fonction des domaines, et voilà, comme d'habitude, il faut faire. Enfin, la sécurité, c'est aussi en fonction des besoins et en fonction des choix. Peut-être que ce genre de site, ça ne peut pas être utilisé dans certaines administrations, dans certains services d'État. C'est peut-être pas possible. Il faut peut-être télécharger uniquement les bases de mots de passe et réévaluer en interne, plutôt que de risquer, entre guillemets, d'exposer à l'extérieur. Mais voilà, de manière générale, si vous prenez les grands noms, etc., ce sera toujours bien mieux que rien du tout ou que d'utiliser le même mot de passe, ça c'est sûr. Et je rebondis juste sur une des remarques. Oui, les outils qu'on a cités, Bitwarden, LastPass, OnePassword, ils permettent de générer des mots de passe sécurisés. Et si vous faites déjà confiance en ces outils pour les stocker, a priori, vous pouvez faire confiance pour qu'ils les génèrent. Donc, si vous avez ça, vous pouvez utiliser ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre service pour générer des mots de passe. Je te pose la question d'après, Jérémy. Question qui fâche, sécurité, Linux, Mac, Windows. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui dépend de l'utilisateur. Si vous avez un utilisateur qui ne connaît pas forcément très bien Linux et qui va installer une distribution Linux sur sa machine, il va peut-être mal la configurer. De base aussi, elle ne sera peut-être pas configurée avec toutes les options de sécurité activées. Donc, ça peut poser quelques soucis. Donc, si c'est un utilisateur qui ne connaît pas forcément très bien Linux, je ne recommanderais pas Linux au niveau de la sécurité. macOS, par contre, est beaucoup plus restrictif. Il est connu pour l'être, iOS aussi. Et de base, il y a toutes les restrictions de sécurité qu'Apple veut qui sont activées. Windows aussi, actuellement, sur les dernières versions de Windows, on a Windows Defender qui est activé par défaut, on a le pare-feu qui est activé par défaut. Et maintenant, on a du vrai travail qui est fait de la part de Windows Defender sur la vérification des binaires qui sont installés sur la machine. Il est vraiment très efficace actuellement, il est même disponible sur Linux, on peut le télécharger. Globalement, pour moi, ce serait surtout peut-être Mac en premier parce que l'environnement Mac est plus restrictif, mais ça peut avoir des bons côtés au niveau de la sécurité en fonction de vos besoins. Windows en deuxième, je dirais, parce qu'il est légèrement plus laxiste, même si maintenant il y a beaucoup d'options de sécurité. Ça devient vraiment un vrai concurrent. Et Linux en troisième, mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'utilisateur et de comment il va configurer sa machine. Oui, un autre point, à partir du moment où vous êtes toujours à jour dans vos mises à jour, en principe, il n'y a pas trop de soucis. Et après, personnellement, moi, je suis sur Mac pour développer. J'ai un Windows en PC fixe, j'ai un ancien laptop qui traîne avec du Linux et mes machines virtuelles sont en Linux. Jérémy, il est sur du Linux quasi tout le temps.
à part pour les VM, etc. et son PC fixe en Windows pareil, mais ce qu'on veut vous dire, c'est peut-être qu'en termes d'outillage, c'est sûr qu'en sur Linux, enfin GNU Linux, vous aurez une panoplie qui sera plus large, on va dire, parce que les outils sont développés principalement pour cette plateforme-là, même s'ils sont disponibles sur d'autres plateformes. Par contre, au niveau utilisation quotidienne, la règle, c'est faites vos mises à jour, ne pas installer des trucs sensibles, ou voilà. Enfin, mais ça marche sur toutes les plateformes en fait. Quelqu'un qui installe Linux et qui ne connaît pas et qui va copier-coller des scripts sans savoir ce qui se passe, il va peut-être plus facilement être exposé que quelqu'un sur Windows qui n'installerait rien du tout en fait. Donc il faut faire son choix. La question juste après, c'est est-ce que le générateur de mots de passe de Safari ou Chrome sont fiables / sécurisés? Alors, je m'en suis honnêtement peu servi personnellement parce que j'ai un gestionnaire de mots de passe externe. Pour les mots de passe que j'ai vus par rapport au gestionnaire de mots de passe de Safari, tu me confirmeras, Mickaël, il m'avait l'air relativement sécurisé. Pareil pour Chrome. En tout cas, il me semble qu'ils gardent réellement les données en local. Je n'ai pas entendu d'informations comme quoi les données étaient partagées en ligne. Alors, il y a une synchro qui est faite pour pouvoir récupérer, sur Chrome en tout cas, si on se connecte avec son compte Google dans Google Chrome, ça synchronise tous les favoris, les bookmarks, les mots de passe. Après, de base, quand on active les options de chiffrement, il vous propose soit de générer vous-même le secret qui devra être réimporté à chaque fois, soit de laisser Google gérer pour vous. Voilà, le choix il est là. C'est soit si vous laissez quelqu'un d'autre gérer pour vous, est-ce que vous lui faites confiance ou pas? Est-ce que Google va mettre son nez dans vos affaires ou pas pour X raisons? Est-ce qu'ils veulent le faire eux ou est-ce qu'on les force? Ça a décidé en votre âme et conscience, hein, j'ai envie de dire. Après, encore une fois, c'est mieux que rien, je pense. Ces sécurités-là, enfin, ces choses-là sont censées être sécurisées. En tout cas, au niveau des échanges, c'est pas censé circuler en clair. Par contre, vous faites confiance aux prestataires de services, comme d'habitude. Mais c'est plutôt bien. Sur Chrome, moi, je m'en servais. Maintenant, je m'en sers moins parce que j'ai Bitwarden. Mais on vous incite à l'utiliser si jamais ça vous permet de simplifier la vie pour générer des mots de passe pour chaque service. C'est sûr que ce sera toujours mieux. La question d'après, c'est un peu drôle, c'est est-ce que Zoom sera un logiciel peu sécurisé? Donc là, c'est vraiment de l'actualité. Pourquoi l'avoir choisi pour la présentation? Pour information, il y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment qui exposaient que Zoom, typiquement sur Mac, en fait, lançait l'installation avant même que l'utilisateur dise OK pour lancer l'installation, que le chiffrement ne serait pas au niveau de ce qu'ils annonçaient sur leur site en termes de taille de clé. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la taille, de la complexité, donc ce serait moins sécurisé, et qu'ils avaient des relais en Chine pour récupérer les clés, et qu'en Chine, on sait que les critères de sécurité peuvent être différents en fonction des demandes de l'État, et pas mal de failles de sécurité, etc. Tu veux répondre peut-être, Jérémy? Oui, alors déjà, c'est pas forcément un choix particulier, c'est surtout que Zoom, beaucoup de monde s'en sert, c'est pratique, il y a des bons côtés, mais effectivement, il y a des soucis de sécurité avec Zoom. Ce qui a été trouvé, c'est surtout des soucis de confidentialité. Donc, globalement, quand vous faites un Zoom privé, il n'est pas aussi privé que ce qui a été promis. Originellement, Zoom, il se vantait d'avoir du chiffrement de bout en bout. Donc, il y a du chiffrement qui arrive sur votre machine, ce qui fait qu'en cas d'interception, le trafic ne peut pas être déchiffré. Et ce qui a été montré, c'est qu'en réalité, il n'était pas activé de base. Pareil, au niveau des identifiants des rooms à l'intérieur de Zoom, ils sont relativement faibles. Donc, il y a des personnes qui pouvaient se rajouter à l'intérieur de Room Zoom pour rentrer dans des réunions auxquelles ils n'étaient pas invités. Donc, effectivement, il y a des soucis de sécurité sur Zoom. Après, voilà, c'est des choix qu'il faut faire malgré tout. On utilise tous des logiciels peu sécurisés parfois. Là, en l'occurrence, sur ce genre de réunion où il n'y a pas forcément de notion de confidentialité, disons, très importante. Les informations sont plus ou moins publiques, qui sont données et qu'on partage même à l'intérieur du chat. Là, Zoom n'est pas forcément un choix délirant, disons, mais effectivement, c'est un logiciel qui reste malgré tout relativement peu sécurisé. Après, au niveau des alternatives, ça demande quand même un travail pour trouver ce qu'il y a, pour voir ce qu'il y a comme solution actuellement disponible. Oui, je surenchéris juste un peu sur ce que tu disais. Au niveau du chiffrement à plusieurs en vidéo, en fait, c'est une problématique extrêmement complexe. Il y a peu d'outils comme Zoom, sans vouloir les défendre sur le fait qu'ils aient menti sur certaines parties, entre guillemets. Enfin, en tout cas, que la promesse n'était pas activée, etc. de base, que ce soit par omission ou par erreur, hein, c'est pas forcément ça le problème.
C'est plutôt que avoir de la conférence avec des channels de plus de 200 personnes ou ce genre de choses, les webcams de tout le monde qui sont ingérés, le desktop, c'est un vrai sujet. Donc, des fois, il faut faire avec, il faut savoir ce qu'on utilise. C'est plutôt ça la leçon qu'il faut en tirer, c'est il faut savoir ce qu'on utilise. Et typiquement, si Zoom, on s'en sert qu'une fois pour rejoindre la conférence et qu'on ne s'en sert pas, ben, on le désinstalle. Comme n'importe quel logiciel qu'on désinstallerait quand on ne s'en sert pas. Après, voilà, la confidentialité, Jérémy l'a bien expliqué. Hein. Là, on ne se connaît pas, on discute, on parle. Voilà, il n'y a pas de plus de confidentialité que ça. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que des entreprises qui auraient pris Zoom spécifiquement pour avoir du chiffrement, pour être sûr de ne pas être sur écoute, vont peut-être remettre en question ce choix-là et essayer de regarder des alternatives. Mais aujourd'hui, ça va. C'est pas un vrai problème. Le repackaging, qu'est-ce que c'est? Je refais juste le point. Le repackaging, c'est de prendre une application qui existe déjà, de modifier légèrement le code source. Typiquement, prendre un jeu ultra connu sur Android, rajouter un petit malware ou un bloc de pub ou n'importe quoi, changer légèrement le code source, refaire une application à partir de ça qui ressemblera à 99,999% peut-être à l'application identique et la réenvoyer aux utilisateurs en faisant croire que c'est celle-là. Donc ça ne remplacera pas l'application originelle sur les stores, mais il y aura une deuxième application qui ressemblera ou qui aura peut-être un logo légèrement différent. Mais le but, c'est ça, c'est en quelque sorte de pomper le travail de quelqu'un, de rajouter son malware, de surfer sur la vague de célébrité de l'application en espérant que les utilisateurs téléchargent cette application et du coup les infecter avec le malware. Alors, dans les dernières questions, est-ce que vous parlez aussi de comment réduire l'impact d'une attaque sur mon activité, par un backup régulier, par exemple? Quel est votre avis sur les assurances cybersécurité? Alors, pour moi, il y a deux points principaux par rapport à la réduction d'impact sur une attaque. Alors, encore une fois, ça dépend de l'attaque, du type d'attaque. Mais globalement, effectivement, d'avoir des backups réguliers, surtout aussi si vous faites des backups, de les tester. Parce que j'ai rencontré quelques cas personnellement où il y a des personnes qui avaient des backups de leurs données d'entreprise, de leur site web. Et les backups, en fait, il manquait certaines parties des backups, ils n'avaient pas été testés. Donc, testez vraiment vos backups. Aussi, point important, ces backups, techniquement, pour que ce soit des vrais backups, il faudrait qu'ils soient faits physiquement sur un autre endroit que sur l'endroit où vous avez vos serveurs. Alors, effectivement, d'avoir des backups réguliers. Aussi, pour moi, un point important, c'est vraiment de faire ces mises à jour assez régulièrement. En tout cas, moi, ce que je vois dans des tests d'intrusion, souvent, c'est des machines qui ne sont pas à jour et qui permettent de trouver des vulnérabilités littéralement en quelques secondes. Et aussi, c'est d'adopter de manière générale comme point de vue par rapport à la sécurité, ce qu'on appelle la defense in depth. Donc, c'est le fait d'avoir plusieurs couches de défense. Donc, si vous avez un pare-feu, quand même, malgré tout, derrière votre pare-feu qui va limiter les attaques, faire attention au code que vous avez derrière, limiter les services qui sont exposés sur la machine, même si elles ne sont pas exposées par le pare-feu, ce genre de choses. L'autre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour protéger correctement un vieux PC Windows 7 aujourd'hui? J'imagine qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont encore un parc sur Windows 7, tout est configuré. Comment est-ce qu'on adresserait cette question pour rester de manière sécurisée avec un parc un peu ancien? Alors, par rapport aux dernières attaques dont on a parlé, Microsoft a fait des mises à jour pour patcher ces problèmes-là. Après, maintenant, Windows 7 présentera quand même beaucoup de soucis de sécurité. Si c'est un Windows 7 pas à jour, clairement, il ne faut absolument pas l'exposer sur le réseau parce que ça a posé beaucoup de problèmes, que ce soit même un réseau local ou sur lequel quelqu'un peut se connecter. Essayez de garder cette machine à jour autant que possible et globalement, il y aura des problèmes de sécurité à partir du moment où elle ne pourra plus être mise à jour, cette Windows 7. Donc, ce sera compliqué de toute manière. En faisant une petite recherche rapide à côté, hein, j'ai vu qu'il y a Microsoft a encore étendu du support Windows 7 et il y a moyen, de manière plus ou moins bidouillant en fonction des licences, etc., si c'est un Windows 7 Pro entreprise ou quoi, de continuer à gratter des mises à jour jusqu'en janvier 2023. C'est peut-être un palliatif en tout cas jusqu'à là. La meilleure solution, effectivement, ce serait de trouver une solution, d'arriver à faire cette mise à jour. Et s'il y a des programmes qui ne peuvent pas tourner sur autre chose que Windows 7, de passer soit par des machines virtuelles qui vont faire tourner uniquement ces programmes. Parce qu'il y a un programme à construire et l'objectif quand même, c'est d'arriver un jour à mettre à jour parce que ça va être bloquant au bout d'un moment et s'il n'y a plus personne qui corrige les failles de sécurité, comme là, le petit hack, là, on a essayé plusieurs fois pour que ça marche, mais pendant toutes nos répétitions, ça a toujours marché du premier coup. Et vous voyez bien que là, on a passé peut-être 5-10 minutes maximum. Un pirate acharné sur un système qui a de l'argent ou des données privées, il va s'acharner un petit peu plus que 10 minutes. Donc, essayer de mettre à jour, ce serait le mieux. Est-ce que c'est sûr de garder ce mot de passe dans Chrome Settings? On l'a évoqué juste avant. Il y a un chiffrement qui est proposé par Chrome. La question, c'est est-ce qu'on lui fait confiance ou pas, sachant qu'il garde
ils gardent sans doute quelque chose de leur côté pour vous aider à partir de votre mot de passe à récupérer. Ce n'est pas forcément très exposé parce que ce n'est pas forcément open source cette partie-là. Donc, c'est mieux créer un, avoir la concurrence. Quid antivirus, est-ce qu'on en a besoin sur Mac aussi? Alors, personnellement, je ne suis pas utilisateur de macOS. Alors, de manière générale, ce sera toujours bien d'avoir un antivirus. Alors, globalement, le fait de ne pas avoir antivirus, vous allez pas faire de vérification par rapport aux logiciels qui sont présents sur votre machine et aux fichiers qui sont présents sur votre machine. Donc, alors, vous pouvez vous dire que sur votre Mac, vous n'avez pas activé l'installation de logiciels qui ne sont pas approuvés par Apple. Alors, effectivement, ça va limiter beaucoup d'infections potentielles. Alors après, si jamais vous avez quelque chose, une attaque qui est faite comme celle qu'on a fait dans la démo, où vous avez quelqu'un qui va se connecter sur votre Mac et installer directement un logiciel avec des droits d'administrateur sur votre machine, là, potentiellement, si vous n'avez pas d'antivirus, ce ne sera pas détecté. Alors que là, si j'avais sur ma Windows 7 un antivirus qui avait été installé, en réalité, il aurait supprimé mon fichier pwdom7 et il ne m'aurait pas permis de récupérer tous mes mots de passe. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment la question de défense en plusieurs couches et d'avoir, même si vous avez une couche de sécurité de base, en prévision, une couche derrière si jamais cette couche de sécurité-là n'est pas suffisante. Donc, pour moi, un antivirus, oui, sur Mac aussi. Ce serait cool si on pouvait exploiter l'attaque à la main sans Metasploit. Non, on ne va pas le faire maintenant, ce ne serait pas le but. Mais techniquement, ce serait faisable si on lit ce que Metasploit fait. Alors, ce serait faisable techniquement, effectivement. Il y a, en fait, par rapport à Bluekeep, il y a des exploits qui sont disponibles sur GitHub. Par contre, les exploits qui sont disponibles sur GitHub ne font pas d'exécution de code, contrairement au module Metasploit qu'on a utilisé. Donc, techniquement, ce serait faisable, mais il faudrait modifier les exploits, le code d'exploit disponible sur GitHub pour qu'il fasse ce qu'on veut. Clairement, ce serait assez laborieux. Peut-on aborder rapidement la sécurité de son site internet? Plein de sujets, je vais en lever quelques-uns, Jérémy aussi, je pense. Comment on a, un site internet, qui a accès à l'hébergement, qui a accès aux machines qui tournent derrière? Est-ce que c'est par des mots de passe? Est-ce que c'est par des clés, des choses un peu plus sécurisées? Est-ce qu'il y a un roulement? Est-ce qu'on s'assure bien de décommissionner les gens qui ne sont pas censés avoir accès? Est-ce qu'au bout d'un moment, on leur enlève les droits? Est-ce que les machines qui sont concernées sont à jour? Est-ce que les frameworks derrière des applications qui tournent dessus sont à jour? Je vais prendre un exemple, peut-être le 90% du parc, je ne sais pas, c'est peut-être des WordPress, j'en sais rien. Est-ce que WordPress est à jour? Est-ce que Symfony est à jour? Est-ce que telle version, enfin si un programme utilise du Node par exemple, est-ce que les dépendances sont à jour? En tout cas, s'assurer les mises à jour, qui a accès au déploiement et la stratégie en tout cas en cas d'attaque, en cas de panne. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver un service rapidement, hein, en évitant une perte de données? C'est peut-être les points qui me viennent le plus rapidement en tête. Oui, effectivement, c'est ceux qui me viendraient aux têtes principalement. Donc, en fait, ce serait comme sur n'importe quelle autre machine. Pour moi, ce serait vraiment les mises à jour en premier. Avoir à disposition, effectivement, un data recovery plan si jamais il y a un disaster recovery plan si jamais il y a un souci. Donc, avoir à disposition des backups dont vous êtes sûr qu'ils contiennent bien les bonnes informations, que vous avez bien les bonnes bases de données, que vous avez bien toutes les bonnes tables en base de données. Donc, testez vos backups. Après, effectivement, c'est un sujet assez vaste. Il y a beaucoup d'attaques. Je pense que Michael a bien résumé les points principaux. Ok, vous dites merci, on est content de vous avoir eu. J'utilise aucun gestionnaire de mot de passe. À chaque fois que je me connecte sur un compte, je reset mon password et je change avec le site motdepasse.xyz. Techniquement, ce serait peut-être le plus sécurisé entre guillemets parce que incapable de se rappeler du mot de passe. Après, c'est pas forcément le plus pratique. Je prends ça plus sur le ton de la rigolade, mais techniquement, ce serait peut-être un choix plus ou moins sécurisé à partir du moment où la boîte mail n'est pas compromise. Si on restait un peu plus sérieux là-dessus. Est-ce qu'on a une checklist simple? Alors, une checklist complète et simple des choses à faire pour protéger ces données. Est-ce qu'un spécialiste comme vous peut, en analysant mon ordinateur smartphone, peut tester de vulnérabilité et interception éventuelle? Est-ce qu'il y a des prestations de services pour ça? Plusieurs réponses, checklist, etc. Il y a pas mal de ressources qu'on n'a pas forcément évoquées ici, mais il y a des guides, généralement open source, de la communauté, etc., qui sont écrits sur des checklists entières de tester, par exemple, sur une application mobile. Est-ce qu'on peut intercepter facilement le trafic d'une application? Est-ce que les données sont stockées de manière chiffrée, mais avec quel niveau de sécurité? Est-ce qu'un attaquant peut faire tel ou tel type d'attaque? Ça, c'est des choses qui existent. Il y a la fondation OWASP, OWASP, qui fournit ce genre de guide, entre autres. Et après, au niveau des spécialistes et tout, oui, ça existe, bien sûr. C'est des consultants en sécurité, hein, comme Jérémy, par exemple. Ou sur Malte, il y en a sans doute un bon paquet, et un peu partout, même ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est un métier qui existe, hein, c'est les métiers de cybersécurité.
Tu veux rajouter quelque chose ou je passe à la suite? Non, effectivement, ça existe. C'est quelque chose qui est plus généralement demandé et fait pour des entreprises parce que c'est là qu'il y a vraiment de la demande au niveau de la sécurité et qu'il y a potentiellement beaucoup de données confidentielles. Mais oui, il y a de la prestation de services pour ça dans la sécurité. Est-ce que c'est risqué d'utiliser un cloud type Dropbox, Google Photos pour stocker ses photos? La réponse, c'est oui et non. C'est bien au niveau de la redondance, c'est sûr. Après, le problème, c'est l'hébergeur. S'il est aux États-Unis, peut-être qu'il y a des injonctions qui peuvent être faites sans que vous soyez notifié. Donc là, il faut choisir. En alternative française, il y a Cozy Cloud, par exemple, qui est pas mal. Mais voilà, c'est pas forcément le même niveau parce qu'il y a des équipes d'un côté Google, Dropbox et compagnie. Et puis de l'autre côté, il y a notre petit truc un peu français, entre guillemets. C'est sûr qu'au niveau redondance, il n'y aura sans doute pas de souci. La question, c'est la vie privée derrière, généralement. Après, au niveau chiffrement et tout, en fonction des plateformes, ils vont souvent exposer est-ce qu'ils chiffrent ou pas. Mais on peut pas, comme le code n'est pas ouvert, on ne peut pas être sûr que c'est vraiment ce qui se passe sur les serveurs. Et même si le code était ouvert, là, c'est plutôt une question de confiance. Donc, risqué, oui et non, ça dépend. Si c'est des données vraiment personnelles, on vous conseille de vous renseigner sur des outils qui font vraiment du chiffrement ou alors de le faire en quasi vous-même, entre guillemets. Il y a des solutions grand public. Il y a pas mal de NAS qu'on peut avoir à la maison, que ce soit du Synology ou équivalent, qui, eux, vont chiffrer les disques et les données, etc. Et a priori, c'est plus sécurisé, on pourrait se dire, que de l'avoir à l'extérieur, mais ça a d'autres inconvénients, parce qu'il faut une bonne connexion Internet, il faut gérer soi-même ses disques durs, s'il y en a un qui meurt, il faut aller en acheter un nouveau et le remplacer. Voilà, il n'y a pas de réponse magique là-dessus. Mais... Et par rapport à Dropbox en particulier, ils ont eu un souci de sécurité il y a maintenant, je crois que c'était 6-7 ans, où quelqu'un a récupéré leur base de données avec des informations utilisateurs. Donc, vous pouvez regarder sur Avibinpo potentiellement si vous faites partie de cette brèche d'informations. Et si vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis, il va être temps de le faire. Je crois qu'ils ont reseté tous les mots de passe. En tout cas, quand on se connecte, on était obligé de changer son mot de passe à ce moment-là. Donc oui, les services ne sont pas infaillibles et le fait, après, si vous hébergez chez vous, il faudra mettre à jour régulièrement aussi les solutions. Donc ça a un coût en temps et potentiellement en argent. Enfin voilà, c'est quelque chose à faire. Est-ce que tu as mis dans le chat, Jérémy, le site qui classe les VPN? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qu'on peut vous conseiller dans les deux noms qui sont plutôt bien, il y a Proton VPN, qui est fait par les gens qui font Proton Mail, qui est plutôt bien. Ils sont assez ouverts sur la communauté, ils expliquent très bien leur démarche. Et il y a PIA, Private Internet Access, qui est un des VPN un peu historiques au niveau de qui ne font pas de conservation des logs. En fait, la question, c'est le vrai problème du VPN, c'est qui le maintient. Est-ce que c'est une entreprise qui a un intérêt à analyser votre trafic ou pas? Et est-ce qu'il y a des logs qui sont conservés pendant oui, si oui, et pendant combien de temps? C'est surtout ça le truc. Nous, ce qu'on veut d'un VPN, c'est que le trafic passe et qu'ils ne le gardent pas, qu'ils ne regardent pas ce qui se passe, parce que ce n'est pas leurs affaires. Donc ça, c'est les critères, les logs, et est-ce qu'ils peuvent mettre leur nez dans le trafic? Techniquement, ils pourront, parce qu'il y a des raisons techniques qui pourront le faire. La question, c'est est-ce qu'ils le font? Je fais de la sécu, je suis sous Windows, mais beaucoup de VM Linux et Mac, et 32 Go de RAM, oui, c'est divers, il n'y a pas de... Enfin, de toute façon, il faut se renseigner sur tout le parc, en fait, pour pouvoir adresser tout le parc si jamais on a envie de s'intéresser à ça. Est-ce que les mots de passe enregistrés et synchronisés dans Firefox sont sécurisés? De la même manière que Chrome et compagnie. Et comme Firefox, a priori, il y a beaucoup plus de chances qu'ils aient ouvert le code, ce sera sans doute peut-être même mieux au niveau de l'inspection pour être sûr qu'ils ne font rien derrière. Mais oui, a priori, dans le principe, je dirais que c'est plutôt bien fait. C'est un peu un équivalent de Bitwarden, LastPass et compagnie. Qui passe. Ouais. Pour revenir juste rapidement sur ça, par rapport aux mots de passe qui sont stockés à l'intérieur du navigateur, si jamais ça ne vous dérange pas de lancer des scripts sur votre machine qui potentiellement ne peuvent pas être flagués par un antivirus, vous avez un outil qui s'appelle Lasagne et qui permet de faire de la récupération d'identifiants, donc qui essaye de récupérer des identifiants dans les bases de données de Skype, Firefox, Chrome, Edge et probablement beaucoup d'autres. Donc, si jamais vous pouvez lancer des scripts sur votre machine, que ça ne vous fait pas peur, vous pouvez tester avec Lasagne directement. Faites attention, il va être flagué par Windows Defender si vous êtes sur Windows, mais ça va répondre à cette question du coup par rapport aux informations que vous allez pouvoir récupérer sur vos navigateurs. Oui, le problème du navigateur, généralement par rapport aux mots de passe, aux applications dédiées aux mots de passe, c'est qu'il y a souvent du cache qui est fait en local. S'il n'est pas chiffré, si c'est pas, on va dire, aux normes de tech, quelqu'un qui lance un programme sur votre ordinateur pourrait potentiellement récupérer les mots de passe. Ça pourrait être fait aussi d'une autre manière un peu détournée, mais sur les browsers, ça se fait assez facilement. Un truc qu'on n'a pas dit, mais qu'on vous conseille fortement, c'est de chiffrer vos disques durs.
C'est assez simple. Que ce soit sur Mac, c'est fait de base. Sur Linux, c'est une petite option ou pas, ou après à l'install en tout cas. Et sur Windows, c'est maintenant avec ça s'appelle BitLocker. C'est assez simple. On vous invite à vous renseigner là-dessus. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que évidemment, si vous avez vos mots de passe, ils sont sécurisés, entre guillemets, mais ils sont stockés sur le disque dur et qu'on vous vole votre disque dur ou qu'il y a un programme qui tourne, le programme qui tourne, à la limite, ça ne va pas forcément répondre directement au problème, mais si on vole votre ordinateur, il ne faut pas qu'on ait accès à vos données, en fait. Donc, au moins, chiffrer votre disque dur, ça répondra à ça. Et après, oui, les mots de passe sécurisés, de Firefox et Chrome, ils sont plus ou moins exposés à partir du moment où un programme tourne sur votre ordi. Mais peut-être que BitLocker Bitwarden et compagnie, peut-être que c'est juste une question de temps, parce qu'il y a moins d'utilisateurs. Il faudra regarder l'implémentation, on n'a pas forcément la bonne réponse, mais c'est sécurisé en tout cas en principe au niveau du transfert, au niveau de chez eux, qui ne sont pas censés mettre leur nez dedans. Par contre, si votre machine, on vous la vole, on pourrait la compromettre. Pour utiliser Zoom et si l'appli s'est installée, est-ce qu'il vaut mieux la supprimer et utiliser depuis le navigateur? Nous, notre conseil, c'est si on ne se sert pas de l'appli, ça ne sert à rien de la garder. Après, on peut très bien l'installer juste le temps de s'en servir et la supprimer. Le risque, il est minime. Après, je pense que ça, sur un poste, je sais pas, d'un ordinateur de la défense ou d'un ordinateur où il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui s'installe et qu'on sache tout ce qui se passe, je pense que ce serait interdit. Enfin, ce serait ma recommandation en tout cas. Je pense que Jérémy a la même. Alors, oui, effectivement. Moi, personnellement, si ce n'est pas indispensable, je n'installerai pas Zoom ou n'importe quel autre client. Même Skype, potentiellement, je ne l'installerai pas forcément sur ma machine. Effectivement, ça rajoute une notion de confiance que je n'ai pas forcément envers ces services. Je vais aussi répondre en même temps à une autre question que je trouve intéressante. Alors, sur Zoom, justement, apparemment, quand on envoyait un lien, on pouvait récupérer les credentials Windows. Comment? Avec Wireshark. Alors, effectivement, c'est une autre famille d'attaques qui est un petit peu plus complexe. En fait, ça exploite une fonctionnalité de Windows. Windows, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implémenté leur propre service de DNS pour les réseaux locaux. Donc, ça s'appelle NBTNS ou LLMNR, en fonction des environnements. Cette attaque, en fait, elle utilise ça. Donc, ce qu'on faisait, et qui ne marche plus sur Zoom, hein, attention, ils l'ont patché, on rentrait un lien pour faire en sorte que Windows, un lien vers un partage Windows, pour faire en sorte que Windows envoie une requête de résolution de nom vers ce lien qui n'existe pas sur le réseau local. Donc, cette requête de résolution de nom, elle est envoyée. Et à partir de là, l'attaque consiste à répondre à cette requête en disant « Oui, c'est moi », alors que c'est faux en tant qu'attaquant. « Oui, j'ai bien ce service qui tourne sur ma machine » et demander à Windows d'envoyer ses identifiants. C'est un mécanisme qui est normal dans Windows, en fait. Quand on se connecte à un partage, par exemple, ou quand on se connecte à une imprimante sur le réseau, notre machine, automatiquement, si le service le demande, va envoyer un hash de ses identifiants. Donc, ce n'est pas le même hash que celui qu'on a récupéré, c'est un autre format de hash, et globalement, on va pouvoir faire les mêmes attaques. Donc, ça fonctionnait comme ça, et c'est quelque chose qui a été heureusement réglé assez rapidement sur Zoom. C'est pour ça qu'actuellement sur Zoom, on ne peut même plus envoyer le lien tout court. Je vous ai envoyé le lien, normalement il devrait être passé, mais vous voyez, le lien n'est pas cliquable. Les liens ne sont plus cliquables, on ne peut plus activer les liens normalement sur Zoom. Comment se prévenir des applications qui ressemblent à 99,99% au vrai? Le plus simple, la date de sortie, le nom de l'éditeur et le nombre de téléchargements, généralement, et les commentaires. C'est sûr qu'il y a sur certains jeux peut-être pas trop connus, typiquement à un moment il y a eu la folie 2048 sur les mobiles, celle qui a le plus de téléchargements, qui est la plus ancienne, c'est sans doute l'original, et les autres qui ont 10 téléchargements et qui sont sortis 6 semaines après, c'est peut-être les fausses. Après, le Play Store, etc., ils sont assez réactifs et ils les suppriment. Il ne faut pas tomber au mauvais moment, entre guillemets. Mais si demain, il y avait une deuxième application Facebook, il y en a une qui aurait, je ne sais pas combien de millions de téléchargements, une qui en aurait 10, il faudrait prendre celle qui a le plus de téléchargements, a priori. Est-ce que utiliser son compte Google ou Facebook en SSO pour se connecter sur différents sites de e-commerce optimise la sécurité, ou est-ce que ça revient à utiliser les mêmes mots de passe partout, comme vous avez déconseillé pendant la présentation? Oui et non. L'inconvénient, c'est si jamais le compte était compromis, on pourrait se dire, voilà, on a compromis un peu la chaîne. Par contre, ces outils-là de Facebook, Google permettent de déconnecter à distance, d'invalider des tokens. Donc, c'est aussi une bonne solution. Il faut prendre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est sans doute mieux que de devoir avoir un mot de passe qui sera stocké chez eux, parce qu'eux, ils auront juste un identifiant qui permettra de demander à Google de se connecter. Donc, moi, personnellement, je préfère ne… Enfin, ça dépend, mais si je n'ai pas trop confiance et que j'ai mon compte Google, et pourquoi pas, et puis quitte à révoquer l'accès un peu plus tard. Mais ça dépend du service, en fait. Ça dépend. Il y a des services où je préférais, du coup, qu'il n'y ait pas de lien, et je vais peut-être générer un mot de passe. Si vous avez un gestionnaire de mot de passe, la question, en fait, va se poser. Si vous ne l'avez pas, vous allez peut-être avoir tendance à utiliser votre compte Google, parce que si vous n'avez pas de gestionnaire de mot de passe, avoir un nouveau mot de passe, le sauvegarder, c'est un peu embêtant, on va dire.
Voilà, tout simplement. Et l'intérêt voilà, de tout ça, de ce truc-là, c'est qu'après, vous pouvez révoquer les accès à distance et n'oubliez pas de le faire de manière régulière. C'est intéressant. Si un site n'a pas besoin d'aller fouiller dans votre compte Google ou Facebook, supprimez-lui l'accès. Merci pour le webinaire. Est-ce qu'on pourrait en faire un autre pour la sécurité des services serveurs web? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Merci pour le retour. Pouvez-vous nous conseiller des services de backup, Backblaze ou autre? Peut-être toi, tu avais fait une petite analyse, Jérémy. Alors, j'ai testé plusieurs services de backup. Ça dépend vraiment de ce que vous allez sauvegarder, si c'est un site, si c'est une machine. De manière générale, je n'ai pas trouvé de leader particulier ou de service particulièrement à ne pas utiliser. Pour moi, il y a 2 points quand même très importants que j'ai notés de différentiels sur les services de backup. C'est où sont stockées vos données physiquement. Donc, est-ce qu'on vous dit où sont vos données? Est-ce qu'elles sont en France? Est-ce qu'elles sont aux États-Unis? Est-ce qu'elles sont en Chine? Est-ce qu'elles sont en Europe, etc. Ça peut poser beaucoup de problèmes au niveau légal et au niveau des types de données que vous stockez et de qui peut les récupérer. Et globalement, je pense que pour des données privées, si par exemple vous faites des sauvegardes de vos emails, ou alors pour des données d'entreprise, c'est toujours mieux d'avoir vos sauvegardes que vous gérez vous-même sur vos serveurs à vous. Ça rajoute une couche d'abstraction de faire confiance à un prestataire de service cloud qui n'est pas forcément toujours nécessaire et qui peut-être pas indispensable sur des backups. Après, vous avez des prestataires qui vont se charger de vous fournir un service qui sera aussi simple du coup pour vous à administrer que si c'était chez un grand nom de l'Internet. Ou alors si le grand nom peut vous faire du on-premise, comme ça s'appelle, de l'héberger chez vous, ça se fait. La question, c'est de bien savoir comment c'est stocké, comment c'est redondé, où est-ce que c'est hébergé, etc. Par contre, oui, il y avait une question, on avait répondu à la première partie, mais pas à la deuxième, pardon. Est-ce qu'on conseille une assurance cybersécurité pour protéger l'activité professionnelle? De mon avis, je t'en auras sans doute un, Jérémy, j'avais l'impression que c'était plus au niveau légal ou en tout cas pour avoir des accès rapidement à des conseillers en cybersécurité pour aider dans le cas où il y aurait une attaque. J'ai envie de dire ça dépend de l'activité et ça dépend de ce que ça couvre. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs offres en fonction des grands noms de l'assurance classique. J'ai remarqué que souvent, ils ne garantissaient pas, en tout cas que ce n'était pas couvert si vos données n'étaient pas RGPD compliant. Donc, si typiquement vous stockiez des mots de passe de mauvaise manière où vous ne sépariez pas les données et qu'on pouvait retracer les utilisateurs, ça, ils ne vont pas le prendre en compte. Et j'en ai vu quelques-unes où vous ne vous aident pas à mettre en place les nouveaux outils. Ils vous aident sur la situation de crise. Par contre, s'il faut faire une évolution parce que les choses ont été, entre guillemets, faites, mais pas de la manière aux normes, ils ne vont pas forcément vous accompagner. Donc, j'ai envie de dire, si ça vous évite, si ça vous donne des garanties juridiques sur certains procès en fonction de votre business, ça peut être intéressant. Si ça vous donne accès à un panel de conseillers au cas où, et si ça pue vraiment en termes de situation et que ça peut vous aider dépanner, pourquoi pas? Il faut voir le prix. Hein. C'est toujours comme une assurance. Hein. C'est comme une assurance classique. Il y a toujours plusieurs forfaits, hein, même pour les voitures, même pour tout. Donc, avoir les gains, peut-être se projeter et se dire, OK, si demain mon business, il y a une attaque et je ne peux plus rien faire, entre guillemets, hein, s'il y a ça qui est volé, ça coûte combien? S'il y a ça, ça coûte combien? Si j'ai l'assurance, potentiellement, ça coûte combien? Et ensuite, prendre ça en âme et conscience. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense. Tu veux racheter quelque chose, Jérémy? Ou je passe pour moi, c'est vraiment avoir comme une assurance classique, en fait, comme vraiment filet de sécurité financier et légal, si jamais vraiment il y a un souci qui n'a pas été géré. Alors, ça n'empêche pas malgré tout d'avoir des sauvegardes de votre côté et d'avoir la sécurité. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, tout à fait. Microsoft Teams est-il suffisamment sécurisé pour l'utilisation d'entreprise? Le code n'est pas ouvert, on ne peut pas trop savoir. J'ai envie de dire, s'il est à jour, etc., il n'est pas censé avoir trop de risques, c'est fait par Microsoft. Sécurité, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire est-ce qu'il y a des failles de sécurité, mais ça peut être aussi est-ce que Microsoft peut mettre son nez dans l'ordinateur. Bon, si on est sur Windows et Teams et compagnie, ils peuvent sans doute. Aujourd'hui, il n'y a pas eu, en tout cas, de mémoire, il n'y a pas eu le gros boom comme il y a pu y avoir sur Zoom il y a quelques jours, sur Teams. L'avenir nous dira la suite. Hein, on sait jamais. Il y a toujours des failles, en fait, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de… en tout cas, sur Zoom, il y avait pas mal de trucs qui puaient au niveau des certificats, etc., et au niveau de la localisation de certains serveurs. Sur Teams, c'est un service Microsoft. C'est sans doute mieux, en tout cas en termes d'intérêt pour Microsoft, d'avoir un outil qui ne fait pas fuiter plus ses données que ce que Microsoft fait de base, entre guillemets. Donc, pourquoi pas, si on est sur un environnement Windows, autant rester dans le même écosystème et d'éviter d'avoir des trucs un peu conflictuels. Donc, pourquoi pas? Et en plus, si ça répond aux besoins des réunions à plusieurs, etc., très bien. Concernant un site qui a une redirection, est-ce que je dois mettre le certificat TLS sur le site qui est redirigé aussi? Comment dire? Le certificat, c'est pour le site,
en fonction de comment on génère ces certificats, soit le certificat il peut être utilisé sur plusieurs sites qui seront sur le même domaine ou sur plusieurs domaines, enfin, ça dépend de la génération, soit c'est un certificat par domaine, par adresse en fait, si vous voulez. Donc la réponse, c'est il faudrait que dans l'idéal, il faudrait que tous vos sites exposés soient en HTTPS. Et donc, il faudrait au moins un certificat par, que ce soit le même ou pas, entre guillemets, qui soit générique, qui soit valide pour plusieurs sites. On s'en fiche. Par contre, il faut que ce soit, faut que tous vos sites soient sécurisés. Après, avoir un certificat différent par site, ça permettra de supprimer un certificat, de le changer, si jamais il devait être corrompu pour X ou Y manière. Et après, est-ce que au niveau de la rédaction, ça a un impact? Non, pas forcément. Il peut très bien y avoir un site, je sais pas, facebook.com par exemple. Si je mets un lien vers n'importe quel site, les deux ne communiquent pas vraiment. Donc, il faut juste que chaque site ait soit en HTTPS avec un certificat. Beaucoup de merci. Est-ce qu'on peut avoir la liste des sites, j'imagine, que vous avez présenté pour vérifier si son PC est vulnérable? Alors, du coup, c'est plutôt... je pense que c'était plutôt le mail. C'est peut-être have I been pwned. On va le réécrire dans le chat. Je l'ai mis dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on se vous voit? Non, c'est plutôt que vous êtes beaucoup. Comparatif des services VPN. Si tu l'as mis déjà? Oui, VAT1 Privacy Sites, je pense que c'est ça. Je ne suis pas un power user de Zoom, donc dis-moi. Le lien après est déjà parti, juste après les réponses. Le problème, c'est surtout ce que fait Google avec les photos. Bah oui, on ne sait pas forcément. Quid de NordVPN, très très populaire en ce moment. NordVPN, gros sujet, un service très peu cher, beaucoup de pubs, et il y a un passif où ils installaient des relais. Typiquement, le serveur VPN va vous connecter sur d'autres machines pour avoir accès à Internet. Il y a un passif assez gris, assez flou sur d'où venaient ces serveurs, et apparemment, il y a pas mal de gens qui avaient des relais entre guillemets chez eux sans forcément le savoir. Donc, si c'est pas très cher, l'adage, c'est si c'est gratuit, c'est vaut le produit. Sur des forfaits de 2 ans à 2 euros par an, des fois. C'est très, très peu cher. On peut se poser des questions. Après, c'est triste, mais j'ai envie de dire que c'est mieux que rien. Dans un aéroport, c'est sans doute mieux que rien. Si vous ne faites pas de choses trop confidentielles, si vous n'avez pas... Enfin, donc, voilà, on vous conseille peut-être d'autres alternatives comme ProtonVPN ou PIA, Private Internet Access, qui, eux, ne sont pas excessivement chers. Les formules à l'année sont quand même assez raisonnables pour la sécurité que ça peut vous apporter. Outre en plus les services de reste, d'avoir une IP je sais pas, de tel ou tel pays si vous avez envie d'aller consulter des catalogues ou n'importe quoi. Vous pouvez vous en servir pour vous balader en France, c'est pas un souci. Mais du coup, NordVPN, on aurait plutôt tendance à vous dire à éviter. Mais voilà, aujourd'hui, c'est surtout sur le passif de NordVPN qu'il y a beaucoup de papiers qui sont sortis. Sur le NordVPN actuel, j'ai pas vu d'infos personnellement. Peut-être tu peux rajouter quelque chose, Jérémy. Non, effectivement, tu as l'air d'avoir mieux suivi que moi ce qui s'est passé avec NordVPN. Mais du coup, effectivement, et c'est des informations aussi que vous pouvez retrouver, je pense, sur le lien que je vous ai envoyé sur la comparaison de services VPN, au niveau de ce qu'ils font un petit peu, de ce qu'on sait en tout cas avec vos données. Michael et Jérémy, je vous laisse prendre encore peut-être 2 ou 3 questions et après on va peut-être arrêter. Attends, t'entends plus Michael. Pardon, oui, on a beaucoup dépassé, on va pas tarder. C'est pas grave, c'est juste que ça fait beaucoup de questions. Vous êtes super pédagogue, c'est top, mais après, si c'est des trucs trop particuliers, peut-être choisissez ce qui peut concerner plus de personnes. Mais je vous laisse finir encore 5 minutes, ok? Parfait. Lasagne, oui, c'est bien le nom du logiciel qui tourne. Si vous êtes développeur, en tout cas, on vous invite à le faire. BitLocker seulement pour Windows 10 Pro, oui, pour chiffrer vos disques, a priori, il faut du Windows 10 Pro. Il y a des licences qu'on peut acheter. Voilà. C'est un investissement, c'est sûr, mais c'est intéressant. Sinon, il y a d'autres alternatives open source. Il faut taper BitLocker alternative sur Google, mais BitLocker, c'est la référence. C'est peut-être le meilleur aujourd'hui sur Windows. On ne parle pas assez des emails de phishing. Oui, qui font croire qu'il y a certains serveurs SFTP. Le phishing, oui, c'est un vrai vecteur d'attaque, peut-être un des premiers en tout cas en entreprise. Avoir son adresse IP qui est publique, c'est pas forcément très grave en soi. La question, c'est qu'est-ce qui tourne derrière. Typiquement, Facebook, votre IP, l'IP de Facebook, elle est publique. Après, le problème, c'est sur les particuliers. Des fois, on a des objets IoT, on a pas mal de choses qui tournent, on ne s'en rend pas forcément compte. On n'a pas le même niveau d'ingénierie qu'un Facebook ou qu'un Google, quoi.
Tu veux prendre la prochaine ou tu vas Ah rajouter un ouais, truc? par rapport à cette question sur le phishing, il y a une partie aussi sur l'usurpation, dans le sens où on peut mettre n'importe quel email à la place de la nôtre. Effectivement, au niveau de l'envoi de mail dans le protocole SMTP, il n'y a pas inclus dans SMTP de vérification par rapport à l'origine du mail. Donc, on peut envoyer un mail en se faisant passer pour n'importe qui. Ça fait partie du protocole SMTP et c'est quelque chose qui est souvent exploité. Il y a beaucoup d'attaques de phishing où vous allez recevoir des mails de vous-même et on va vous dire j'ai hacké entre guillemets ta boîte mail. C'est pas forcément vrai. C'est juste que SMTP a été fait en ne prenant pas en compte le fait qu'il y ait des vérifications par rapport à d'où vient réellement le mail. Donc, c'est des attaques qui sont assez faciles à mettre en place, effectivement. Après, maintenant, sur certaines boîtes mail, il y a une vérification qui est en plus qui va vous dire bah non, ce mail, c'est censé être un mail de Google et pourtant, ce n'est pas Google qui l'a envoyé, par exemple. Mais voilà, vous ne vous fiez pas uniquement au texte qui est dans les emails. Si vous pensez que quelqu'un est sur votre boîte mail, allez vraiment vider les connexions, changer le mot de passe et vous devriez être safe pour la suite. Sinon, si vous n'avez plus accès à la boîte mail, oui, là, il y a un problème, mais c'est un autre problème. Deux points importants dans les services de backup, où sont stockées les données. Et le deuxième, c'est celui que la personne recherche. Tu t'en rappelles? Oui, alors je ne sais plus si c'est ceux que je vous ai donnés, mais pour moi, c'est vraiment globalement, effectivement, physiquement, où est-ce qu'elles sont, par qui elles sont stockées et comment. Si vous avez des informations sur ça, c'est ça pour moi ce qui sera vraiment important. Et surtout les services cloud de manière générale, pour moi, c'est des points vraiment auxquels il faudra faire attention. Et même au niveau légal, vous avez un service en Europe, vous êtes tenu d'être RGPD compliant, c'est-à-dire avoir un minimum de standards au niveau de la sécurité et de la gestion des données utilisateurs. Si c'est mieux, si vous avez hébergé au moins en Europe, au mieux en France. AWS, typiquement, il y a une zone Paris maintenant. Chez Google Cloud, ce n'est pas encore le cas, mais il y a des zones en Allemagne. Donc, ça permet quand même d'être GDPR sur les services Google. Après, vous avez des fournisseurs français aussi, il y a pas mal d'alternatives. Mais faites attention où sont stockées vos données. C'est plutôt pour éviter d'avoir des gens qui mettent leur nez dans vos affaires sans vous demander votre avis, tout simplement. Est-ce que les outils comme CCleaner sont fiables pour supprimer le PC et les fichiers malveillants? J'ai l'impression que CCleaner, c'est bien pour corriger les problèmes dans le registre, mais ce n'est pas fait pour supprimer les fichiers malveillants, c'est plutôt, à part la version pro peut-être, mais c'est plutôt juste pour faire un peu de ménage et avoir de la place. Ce n'est pas un outil, en tout cas, à mon sens, d'anti-malware, etc. On voit pas. Vas-y, tu vas rajouter. Non, c'est bon. Je ne comprends pas. On ne voit pas le code source. Il suffit juste de faire du reverse pour voir si on peut faire confiance ou non. La question, c'est en fait, vous avez un fournisseur américain, par exemple, je sais pas, Google Drive. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Peut-être qu'à chaque fois que vous envoyez un fichier, ce fichier il est cloné chez un partenaire tiers qui fait du tracking ou n'importe. En fait, on n'en sait rien. La question de l'ouverture du code source, c'est de se dire potentiellement, je peux jeter un œil pour voir à peu près comment c'est fait. Ça ne veut pas dire que c'est exactement comme ça que ça tourne chez le fournisseur, mais au moins, c'est un gage de bonne foi déjà de se dire je partage comment le logiciel est censé fonctionner. Et ça permet aussi d'installer chez soi, dans son entreprise, sans passer par le prestataire si on a envie. Oui, effectivement, pour moi, c'est le fait de faire du reverse, ça a ses limitations dans le sens où, effectivement, quand vous êtes sur un service web, par exemple, comme Drive, vous ne savez pas forcément ce qui se passe sur le back-end sur lequel vous envoyez vos données. Ce n'est pas du code auquel vous avez accès. Ce n'est pas du code auquel vous pouvez avoir accès. Vous n'avez rien à reverse dans ce cas-là. Vous avez juste accès à une API auquel vous envoyez des informations, mais vous n'avez pas directement de binaire sur lequel vous allez pouvoir faire du reverse. Et dans la théorie, effectivement, on pourrait faire du reverse de beaucoup de choses. Dans la pratique, c'est quelque chose qui est quand même si on lit bien de l'assembleur, très coûteux en temps. Et qu'en réalité, on ne va pas pouvoir reverse tous les binaires qu'on teste sur une machine. Et les dernières, on arrive enfin à la fin. Que faire quand on reçoit une notification d'antivirus qui nous informe qu'on est suivi? 99% du temps, c'est des trackings de web, de Facebook ou Google, etc. C'est plutôt pour nous inciter à upgrader, c'est clair. Windows Defender gère bien les malwares aujourd'hui. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter sur un poste classique. Et en entreprise, c'est plutôt des outils d'analyse des pièces jointes des mails qu'il faudra installer. Mais souvent, oui, les antivirus disent attention, tu es suivi pour inciter à acheter du VPN, par exemple, ou du bloqueur de pub. Ne le faites. Enfin, mon conseil serait de ne pas le faire. Et si vous voulez vraiment un bloqueur de pub ou un VPN, vous prenez le bloqueur de pub ou le VPN qui vous intéresse et pas celui conseillé par l'antivirus. C'est pas forcément les plus fiables. Et sinon, une autre question qui va t'intéresser peut-être plus, est-ce que tu as acheté des formations de cybersécu? Je sais que tu as fait des certifications, etc. Peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus. Et après, ce sera la dernière, je pense.
Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de. Alors, c'est généralement des certifications qu'on va trouver sur la sécurité. Il y a des formations aussi, mais moi, j'ai suivi surtout des cycles certifiants. Il y en a beaucoup qui sont disponibles en ligne en fonction de vous, ce que vous allez vouloir approfondir comme sujet, que ce soit du défensif ou de l'offensif, ou de l'analyse de réseau ou de l'analyse de malware. Il y en a énormément qui existent. J'avais un lien sur ça, je vais voir si je vous le retrouve. Mais globalement, oui, moi, j'ai passé la certification CEH délivrée par IC Council et aussi une certification assez récente, la certification Pentest Plus de Contia. Et pareil, j'ai trouvé le contenu très intéressant sur celle-là. C'est de la sécurité 100% offensive, donc vraiment de l'attaque, méthode d'attaque, etc. Et voilà, très intéressant sur la théorie aussi, le légal, etc. Ce que tu peux faire peut-être, c'est juste rajouter ces noms et les organismes dans le chat. Et après, pour le lasagne, oui, c'est le dernier lien qui est envoyé par Cédric, merci. Et sinon, pour les liens Zoom, etc., oui, a priori, il faut mettre à jour, ça a été fixé dans les dernières versions. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous pour vos questions et d'être venus nous regarder, c'est cool. Merci. Merci. Ben, merci à vous deux, Jérémy et Mickaël. Vous avez été super patients pour toutes les questions. C'est top. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient peut-être demandé à ce qu'on en refasse un de manière plus technique, donc on pourra en reparler ensemble si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien vers les Malte Academy si vous voulez voir d'autres webinaires et le replay de celui-ci qui sera mis en ligne dès que possible. Encore merci beaucoup tous les deux. Je vous envoie un petit débrief par email et merci à tous et à toutes d'avoir participé aujourd'hui, d'être restés. Finalement, on est resté quasiment 2 heures. Et merci aussi pour les questions sur Zoom, parce que j'avoue que du coup, Zoom avait un peu été imposé par Malte. Et je pensais que les 2 experts en cybersécurité nous attendaient un peu au tournant et vous avez été plutôt soft. Donc, merci pour la réponse, c'était intéressant. Merci beaucoup.